C'est encore un plaisir d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'émission C'est le Grand Soir qui prend son envol pour cette deuxième sortie de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 minutes. On va parler encore ce soir de dépravation des mœurs. On va questionner le rôle de la religion, qu'on soit musulman, catholique, des églises de réveil. On se rend compte au Cameroun que ceux-là qui, il y a encore quelques années, représentaient l'exemple même et le guide de plusieurs communautés s'avère aujourd'hui un tout petit peu au cœur de nombreux scandales qui n'aident pas à la stabilisation de la société. Que peut véritablement faire cette religion aujourd'hui au Cameroun pour sauver cette société qui est en train de plier tout doucement sous le poids de la dépravation des mœurs? On va en parler ce soir. On va également parler du Made in Cameroun. On le sait, aujourd'hui est une journée consacrée à la femme rurale. On va parler bien sûr de consommation. C'est un sujet qui nous a un tout petit peu inspiré ce deuxième thème-là, le Made in Cameroun. Comment valoriser le savoir-faire local, parce qu'on le sait, ce n'est qu'ainsi que non seulement on va sauver l'entrepreneuriat camerounais, on va permettre également à beaucoup de personnes de sortir la tête de l'eau. Pourquoi ce Made in Cameroun a du mal à s'exporter, à s'implémenter même dans l'ensemble du pays? Voilà des questions qu'on se pose et ensemble on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Un seul code d'accès pour vous permettre d'être connecté au Grand Soir, c'est bien sûr le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous avez l'opportunité et le bonheur, bien entendu, de faire entendre votre voix. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment dans le monde, vous faites bien d'être devant le petit écran ou devant vos tablettes et de suivre, bien entendu, Info Télévision. Sur ce, bonsoir Henri-Oscar Menguedi. Vous êtes secrétaire général du CAC, citoyen actif du Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Vous l'avez dit. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir particulier aux citoyens actifs du Cameroun. Je pense particulièrement au président Iteme et Hubert Mvolo et Souga qui certainement m'écoute quelque part depuis nos bureaux à Biteng. Ah, bien sûr, j'en suis certain. Passez également mon bonsoir à votre président. Dites-lui que je l'attends toujours. Il sera là, il sera là. D'accord. Alors, on va également accueillir sur ce plateau Maître Florian Tialao Nana. Il est juriste. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue, Maître. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux millions de Camerounais, Dieu sait au combien ils sont nombreux. Bonsoir, j'aurais dû commencer par là parce que c'est un rituel chez moi. Bonsoir à mon épouse, Madame Tchala, qui est la responsable de mon agenda au quotidien et qui sait que je suis là et qui forcément me regarde. Bonsoir à mes co-panélistes, mes amitiés à eux et je nous souhaite une bonne émission. D'accord. Pour l'instant, Madame Tchala, elle m'aime bien? Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Vous avez encore son OK. Parce que je suis habituée, que après on va dire, la femme là, elle te regardait un peu trop. Est-ce qu'il n'y a pas un guise sous roche? Donc il fallait que je m'assure que Madame Tiala soit encore de mon côté. C'est le cas. D'accord. Bonsoir Madame Tiala. Il est en sécurité là. Il est juste à côté. Allez, un autre également qui est avec nous, c'est Richard Tobolba. Il y a un visage auquel vous vous habituez déjà dans le cadre de cette émission. Il y en a qui me disent ton white teaser là. Richard Tobolba, c'est un homme politique. Bonsoir Richard, bienvenue. Merci Madame Rosalie. C'est avec un plaisir renouvelé que je... C'est quoi, il fait frisquet? Il fait froid? Non, non, non. Ça va aller? Ça va aller. Parce que je sais que vous avez bravé tous la pluie pour être ici. Je vais très bien, je suis en pleine forme. Et je salue tous les très nombreux téléspectateurs et chacun de mes co-discutants. Je voudrais, si vous le permettez, dire que si aujourd'hui, quand vous causez avec nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils vous disent clairement qu'ils se sentent littéralement annexés par les francophones. Et lorsque vous regardez la façon avec laquelle le statut spécial qui leur a été accordé en 2019 a été mis en œuvre, vous comprendrez que quelque part, la frustration est tout simplement fondée. Parce que ce statut spécial indiquait
que ce que nous appelons conseillers régionaux dans les régions francophones doivent être des assemblées régionales dans la partie anglophone. Et le régime RDPC, à mon sens, a essayé tout simplement de voler ces statuts spéciaux. En faisant quoi? Si vous voulez, en sélectionnant par le truchement du parti RDPC les élites anglophones qui doivent siéger dans cette Assemblée nationale. Et le régime en place a également... Assemblée régionale. Le régime en place a également bondé cette Assemblée régionale-là des mandataires du régime. Et pour couronner la forfaiture, ce régime a donné ou alors conféré au gouverneur un droit de veto sur toutes les décisions qui doivent se prendre dans cette assemblée régionale. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme normal. Ces statuts spéciaux, à mon sens, a été volé parce que je ne vois pas de différence avec le fonctionnement qu'il y avait avant ces statuts spéciaux-là. J'ai juste une question, Richard. J'ai juste une question avant de pouvoir avancer. Voilà. Vous connaissez le contenu du statut spécial? Mais bien sûr. Je vous assure que l'élément... seulement demander si vous avez le bien contenu. Sûr. Le seul élément d'intérêt, je peux vous l'assurer, c'est cette assemblée régionale. D'accord, on va se pencher et on sur les la a volés question. Cela. Pour moi, ça me fait mal. Et je pense que ça vaut la peine. Je considère cela comme une problématique majeure. D'accord. On aura l'occasion sûrement de se pencher sur la question. Parce que lorsque j'ai eu quelques responsables de cette zone-là sur ce plateau récemment, ils m'ont dit qu'il leur revenait à eux de mettre le contenu de ce statut spécial d'après ce qui a été prévu. Donc, je suppose à partir de là que s'il y a une ouverture sur l'ajustement de ce statut spécial, comment faire un débat de quelque chose qui n'est pas encore stable. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué, un peu complexe. Peut-être qu'il faudrait organiser une rencontre, une discussion entre différents partis sur ce plateau pour y voir clair. On va à présent accueillir l'apôtre Pierre Zanga sur ce plateau. Il sera la voix de la société civile et de l'Église, puisqu'il tient au mot l'Église sur ce plateau. Bienvenue, apôtre. Merci, ma fille Rosalie, de me passer la parole. Je dis un bonsoir à tous les millions de Camerounais qui suivent Info TV. Je dis bonsoir à tous mes co-panélistes, à toute l'équipe technique de Info TV. Je ne manquerai pas de dire bonsoir à toute la population de mon village Biba 1 qui se bat au quotidien pour être un village un peu extraordinaire. Ça veut dire que nous n'attendons pas que les autres viennent développer notre village. Nous le développons comme nous pouvons. Déjà le samedi, nous aurons l'assemblée générale de notre comité de développement. C'est-à-dire nous réunissons toutes les élites du secteur Boule Sud. Nous pouvons faire d'autres projets sans attendre le gouvernement comme les autres. Vous savez, pour les autres, s'il manque de... je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, s'il manque de l'eau chez lui, il faut le gouvernement, il faut ceci. Alors que dans nos villages, nous avons des puits d'eau derrière, que nous pouvons juste installer quelque chose qui tire derrière et nous envoie ça dans nos maisons. Donc nous nous réunissons déjà et nous pensons que nous allons arriver à quelque chose. Mais si vous me permettez une seconde, je voudrais dire quelque chose. Il y a une jeune fille vers chez moi, enseignante. Je peux poser une question? Oui. Pourquoi chacun vient ici là un problème? Non, pas ça, c'est pas non, un problème. Attendez. Parce que tous les non, attendez. Qui a dit que c'est une prescription dans cette émission? Que quand quelqu'un arrive ici, quand je dis bonsoir, il a un problème. Vous êtes sûr que moi-même qui suis debout là, je n'ai pas beaucoup de problèmes à étaler sur la table ici. Vous faites même les 2 heures, les petits 2 heures. Et c'est après vous qui allez parler plus que tout le monde. Et à la fin, on n'aura même plus le temps pour boucler les sujets. Elle dit, personne ne me prévient. Dès que tu dis à quelqu'un bonsoir, si vous me permettez, on n'attend même pas qu'il dise que je permets. Chacun a étalé son problème. Tu dis à quelqu'un bonsoir, mon frère, donnez-moi même mon bonsoir, on passe. Ouais, ma vie. C'est un problème d'ordre général. Est-ce que c'est un problème d'ordre général ou pas? C'est que ça me bouffe mon temps, apôtre. Ton problème, il est petit ou il est long? Je peux le résumer en quelques secondes. La précision en valait la peine parce qu'il n'est jamais vu un pasteur parler petit sur un problème. En quelques secondes, je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Apôtre, sorry.
Alors, apôtre. Donc, il y a une jeune fille, je ne parle pas à cause d'elle seulement, je parle dans le cadre général des jeunes Camerounais qui ne font que s'hasarder à prendre des routes tortueuses, pensant trouver le bonheur de l'autre côté. Même ceux qui sont même déjà un peu assis, qui peuvent quand même subvenir à leurs besoins, préfèrent lâcher même ce qu'ils ont, pensant trouver quelque chose. Il y a une jeune fille qui est passée dans les réseaux sociaux. Malheureusement, elle a des parentés vers le chez moi. Enseignante de profession. Enseignante avec un salaire. Mais qui se lève un beau matin pour aller au Nigeria pensant trouver quelque chose de mieux. La nouvelle est même d'abord arrivée qu'elle est décédée. Avec les contacts, on n'est pas encore décédée. Mais qu'elle est dans un état critique à l'hôpital. Dieu seul sait si elle va s'en sortir. Je profite de ça pour dire aux jeunes, oui, le Cameroun, on a des difficultés. Mais la solution, ce n'est pas de se mettre encore en difficulté. On a tous des difficultés. La question de l'immigration clandestine est un sujet qui est très souvent abordé dans cette émission. Donc, on ne va pas refaire le sujet spécialement ce soir. Hein. C'est clair qu'on interpelle tous les jours ces jeunes filles-là. On leur demande d'éviter de prendre la route. Ce n'est pas que des jeunes filles, c'est des jeunes garçons. Non. Mais ça va ouvrir le débat, puisque d'aucuns dira que tout le monde n'a pas envie de mourir sur place aussi. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais on ne fera pas le procès de tous ces gens-là sans qu'il y ait un débat contradictoire sur la table. Parce que je vois par exemple Tobolbaï s'est redressé. Je suppose que c'est pour expliquer pourquoi les jeunes doivent partir. Et vous voyez que vous voulez m'ouvrir un débat qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc, moi, je vais refermer ce volet. Merci. Et on va parler, si vous le voulez bien, de dépravation des mœurs. Je pense que votre argument pourra justement rentrer dans ce sujet. Parce qu'on l'a constaté, hein, ce que vous appelez la fuite pour certains. Il y en a qui vont exercer des choses pas possibles partout. Et même ici, à l'intérieur du pays, avant d'aller voir ceux qui sortent, regardez les jeunes qui sont au Cameroun, qui sont plongés dans tout ce qu'il y a de pervers, entre prostitution, drogue, alcool. C'est devenu le quotidien de tout le monde. On a une société qui va en vrille et on a beau s'intéresser tout le temps au côté politique, mais on a décidé ce soir de questionner ceux qui sont les garants de la morale dans la société, la religion. Il y a encore quelques années, lorsqu'on savait, d'ailleurs même jusqu'à ce jour, on peut se confesser à l'église quand on fait mal, ou à la mosquée, on peut prier pour se faire pardonner ses péchés. On a fait comment, apôtre, pour se retrouver aujourd'hui que l'église ne dit plus rien à personne. Le dimanche, on n'est plus très pressé, le vendredi, on y va si on veut. Et puis, ça se répercute sur le quotidien des uns et des autres. La crainte de Dieu a foutu le camp. Chacun est à la recherche de son argent. Et lorsque vous essayez d'être dans la droiture, c'est vous qui êtes en marge de la société. C'est vous qu'on ne comprend pas. C'est vous qu'on trouve marginal. Parce que vous voulez encore fonctionner normalement. On a inversé les rôles quand est-ce que ça s'est produit? À quel niveau avez-vous échoué pour qu'aujourd'hui on ait la société que nous avons? Ou bien vous trouvez que ce n'est pas l'échec de la religion ou de l'église, si vous préférez? Merci une fois de plus de me passer la parole. Et je dis même encore merci pour ce sujet très important, dont je pense que je peux parler avec beaucoup d'autorité. Le thème, c'est dépravation des mœurs vers la religion. Je commence par répondre simplement avant d'analyser. La religion peut tout faire. Elle a tout fait pour détruire, elle peut tout faire pour arranger. Ah d'accord, donc vous êtes quand même d'accord que la religion a contribué à tout détruire? Je ne suis pas seulement d'accord, je le pense, je le crois fermement et je peux le prouver à tous les niveaux que la religion est la pièce, c'est-à-dire, si c'était une personne, j'allais dire c'est la personne qui a mené tout ce désordre dans notre pays. Vous comprenez un peu? Et je parle là spécialement de la religion des Blancs, de la religion importée. Parce que avant, le Cameroun, vous allez voir à quel niveau nous commençons à aller dans ces églises que nous appelons aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms. Mais avant ça, nous on croyait en Dieu. Nos arrière-grands-parents croyaient en Dieu. Nos ancêtres croyaient en Dieu. Ils servaient un Dieu. Et nous étions forts. Il n'y avait pas de dépravation de mœurs. Nous étions forts. Mais il y a eu deux classes de personnes pour mieux nous conquérir. Créer un mouvement, c'est-à-dire prenez la Bible, créez un mouvement,
tordre cette Bible pour venir nous dire le contraire de ce que la Bible dit. Et ce contraire nous a amené à ce que nous sommes en train de vivre. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la crainte de Dieu. Qui doit avoir la crainte de Dieu? C'est d'abord nous. Nous sommes donc des exemples. Nous sommes donc la vitrine. Si des prêtres, des pasteurs, des apôtres que je suis, eux, ils n'ont pas peur de Dieu. Ma fille Rosalie, si chez vous, j'étais quelque part, j'ai trouvé un monsieur qui disait que non, fumer n'est pas bien. Et pendant ça, il avait une cigarette entre ses mains, il était en train de fumer. Tous les enfants le regardaient, ils n'ont pas dit quelque chose. Pas parce qu'ils acceptaient ce que leur père leur disait, mais je suis sûr qu'ils ne disaient rien parce qu'ils se disaient que bon, passe ton message, tu finis ton temps, tu pars. Nous on pense que si tu as choisi la cigarette, c'est qu'elle est bonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la religion a installé dans notre pays la vraie dépravation des mœurs. D'ailleurs, Monseigneur, l'autre le disait dans une chaîne de télévision dernièrement, comment pouvez-vous imaginer que vous êtes prêtre? On vous dit que ce monsieur a pillé les caisses de l'État. Mais il vient construire une église, vous venez bénir cette église. Quelle bénédiction vous voulez donner à cette église? Quelle onction Dieu déposera à cette église? Rien. Rien. Et ce n'est pas un problème imaginaire. Ça a été bien pensé. C'est-à-dire les gens se sont assis, ils ont bien pensé. Vous savez, ma fille Rosalie, Dieu accepte souvent certaines choses. Il laisse pour un temps, mais il finit par frapper. Si vous voyez la façon, c'est-à-dire comment le Cameroun est actuellement, Dieu est fâché contre le Cameroun. La vie que les Camerounais sont en train de mener, nous sommes séparés de Dieu. Je le disais, j'ai fait une vidéo que j'ai envoyée dans les réseaux sociaux. On m'a beaucoup attaqué de ça. J'ai dit, Dieu n'est plus au Cameroun. Dieu observe le Cameroun depuis un autre pays. Le Dieu qui est saint, que moi m'a appris à l'école biblique, le Dieu qui est saint. Si moi je le rencontre ici, je saurais qu'il n'est plus saint. Nous sommes en train de tendre les mains vers le ciel pour lui dire, Seigneur, si tu peux revenir. Parce que là, ce que nous vivons au Cameroun, ce n'est pas possible. D'accord, si je comprends bien, ça veut dire que pour vous, le mal a pénétré la religion et a compromis un tout petit peu l'image primaire de cette religion. Pas un tout petit peu. Véritablement. Véritablement. Parce qu'aujourd'hui, ma fille Rosalie, essayez de faire les tours dans les églises. Que ce soit des églises dites de réveil, des églises catholiques, presbytériennes et autres. Vous allez trouver des gens qui ont déjà une place officielle à l'église. C'est-à-dire il est ministre de la nation et il est ministre de l'église. Il est directeur général ou général quelque part. Il est général de l'église. C'est-à-dire il impose même au pasteur la vision de l'église. C'est-à-dire le matin, il faut même aller vers lui présenter que non, monsieur, voilà ce que Dieu, je veux te dire. Est-ce que c'est possible? C'est lui qui vous dit ce que vous devez dire. Et ça, l'église a laissé prospérer cette activité à l'église. Parce que les hommes d'église aujourd'hui, allez voir les prières. Les hommes d'église ne parlent plus de prière pour que le Saint-Esprit descende. C'est très peu. Tout le monde parle de prière. Dieu va te bénir, tu seras grand. Nous voulons être riches. Et quand vous voulez être riche et que vous ne travaillez pas, vous êtes obligé de faire des alliances avec celui qui travaille. Et c'est la main qui donne, c'est la main qui commande. Et tant que nous allons toujours accepter que la main qui donne nous commande, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il faut avoir un sacré courage. Vous comprenez un peu? Allez voir à l'église. Je dis, allez, je me souviens, permettez-moi un peu. Je me souviens, j'étais à Messondo. À l'époque, j'étais pasteur à Messondo. Et puis, lors d'un culte, une jeune dame, une jeune fille est entrée à l'église. C'était avant que je prenne la parole, au moment des louanges et de l'adoration. Je me suis levé discrètement. Je suis parti vers elle, je l'ai appelée, nous sommes sortis. Et je lui ai dit de rentrer chez elle, se changer avant de revenir. Elle avait une tenue. Vous pouvez appeler ça tenue, elle était nue. Ça, moi, je pense. J'étais vraiment nu. Et ce qui me touche encore le plus, c'est que le caméraman de l'église s'intéresse beaucoup plus à cette image que tout ce qui était bien à l'église. Vous savez ce que j'ai à la suite?
Un monsieur s'avance vers moi lundi matin pour me dire que sa fille est allée se plaindre chez lui, que je lui ai interdit Dieu. De quel droit je dois interdire sa fille d'entrer à l'église? Je lui ai dit, monsieur, vous travaillez dans votre administration, il y a des lois. Dans mon administration, on ne vient pas nu. On ne vient pas nu ici. Et allez voir donc comment les pasteurs ont autorisé ça. D'ailleurs, les femmes de pasteurs viennent à l'église à moitié nues. Les pasteurs eux-mêmes sont déjà à moitié nus. Et vous voulez demander à qui? Les pasteurs sont dans la dépravation. Les prêtres sont dans la dépravation. Et le prêtre général, je ne sais pas comment vous l'appelez, se lève au matin, il signe un document pour autoriser les hommes, les prêtres à marier des hommes et des hommes. Personne ne dit rien. Et vous pensez que la dépravation peut finir? Elle ne pourra pas finir. Sauf si l'église qui a mené cette mauvaise graine se lève pour dire, la graine que nous avons amenée, nous avons sémé, nous allons l'arracher nous-mêmes. Personne d'autre ne le fera. Richard Tobolbaï, que peut l'Église? L'apôtre Pierre Ramsès vient de décrire à peu près l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, loin de refaire l'histoire de l'arrivée de la religion au Cameroun. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'officiellement, nous sommes un État laïque, donc nous avons la religion. C'est pas le procès de la religion que nous faisons aujourd'hui, je tiens déjà à le prévenir. Nous essayons de voir dans un État laïque comme le nôtre, que peut encore la religion, que peuvent les hommes de Dieu, les imams, les prêtres, les pasteurs, pour modifier un tout petit peu la société que nous avons aujourd'hui. Parce que il y en a qui écrivent souvent ici, il ne nous reste plus qu'à prier Dieu. Prier Dieu. Mais maintenant, si quelqu'un est perdu lui-même, il va prier Dieu comment? C'est des questions qu'on se pose aussi. Oui, je pense que, comme l'homme de Dieu l'a dit, l'Église peut faire beaucoup de choses, mais le problème c'est beaucoup plus au niveau des leaders, les têtes de file qui doivent canaliser les énergies, mobiliser ces efforts-là pour atteindre les résultats escomptés. La vérité c'est que nous sommes dans une société véritablement en crise et cette dépravation de mœurs-là pour moi est accentuée beaucoup plus par effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Donc, que peut vraiment faire l'Église? La question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que l'Église a véritablement inclus dans ses missions cet effort d'assainissement global de mœurs? Ou alors est-ce que l'Église, quelque part, n'est pas beaucoup trop concentrée sur l'encadrement de ses joies ou de ses fidèles? Est-ce que l'Église n'est pas quelque part en train de se mettre en marge de la société en considérant que ceux qui sont dehors sont tout simplement les enfants du diable, qui ne valent rien, qui ne peuvent rien apporter? Bon, je ne peux que me poser des questions et parfois j'ai envie de me demander, est-ce que l'Église n'a pas intérêt, enfin je ne veux pas dire l'Église et l'islam et toutes ces religions qui sont aujourd'hui dans notre pays, ne peuvent pas se mettre ensemble, pourquoi pas initier des mouvements qui peuvent effectivement faire dans la sensibilisation, dans la sensibilisation contre la montée de cette dépravation de mort, parce qu'effectivement c'est devenu aujourd'hui un véritable fléau. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très possible. Et je crois que pour la première fois, le régime en place fait montre d'une ouverture quand même assez intéressante pour ce qui est déploiement des activités religieuses. Il y a tellement d'églises, il y a tellement de ça pourrait mosquées et autres. Je me dis qu'en principe, ils doivent, n'est-ce pas, les leaders de ces mouvements religieux-là doivent s'assumer et prendre les responsabilités, s'organiser. C'est une proposition que je fais. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça marche? La sensibilisation, c'est effectivement ça, parce que la vérité c'est que on s'est dit, pays chrétiens ou aussi musulmans, mais la vérité, c'est qu'on a plus de bars, des snack bars dans nos quartiers que des mosquées et des églises. Ça, c'est une vérité. Et ceux qui vont à l'église, combien sont sérieux dans cet engagement chrétien? Combien sont vraiment ces musulmans-là sérieux et tout? Donc, je me dis que pour vraiment faire en sorte que ces leaders religieux puissent davantage se mettre en exergue, il faudrait bien qu'ils
créer des mouvements. Pourquoi je rentre dans des mouvements parce qu'ils peuvent au moins sur les questions de mœurs, au moins pour les questions de mœurs, ces différentes religions s'accordent, n'est-ce pas? Je reste avec vous, hein, je vous retire pas la parole, Richard Tobobaye. Je constate juste que dans ces religions-là, dans ces églises-là et autres mosquées, il y a quand même des mouvements en interne, sauf si... mais là-dehors, vous voyez, les campagnes d'évangélisation, vous le voyez, non? Quand ils sortent là-dehors, quand vous voyez un stand de l'église, c'est pour annoncer l'évangile de Christ ou alors faire la campagne de l'islam et autres. Ce n'est pas pour sensibiliser les gens sur la bonne conduite. C'est pour ça que je dis qu'ils fassent l'effort, n'est-ce pas, de ne pas se concentrer sur la propagation de leur évangile ou alors uniquement se centrer sur l'encadrement de joie et autres. Qu'ils fassent un effort de détacher un mouvement qui soit extrêmement détaché, n'est-ce pas, et qui s'ouvre à la population, parce que quand on de sorte que quand on le voit, qu'on ne voit pas des gens qui viennent nous coopter dans leur religion et autres. Mais pour terminer, nous voyons bien que dans certains pays, pour qu'on vous donne l'autorisation d'ouvrir un lieu de culte, quel qu'il soit, on vous exige un minimum, voilà, vous dire comment, des certifications d'une certaine façon. Au Rwanda, par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir un lieu de culte comme ça. Vous devez prouver que vous répondez à un certain nombre, vous avez un minimum de connaissances, de compétences à la matière. Parce que c'est justement l'un des éléments qui crée aujourd'hui de la méfiance vis-à-vis de l'Église. On voit bien que les églises sont aujourd'hui devenues ce qu'on appelle, ils font la promotion de miracles de l'économie, c'est de l'argent, vous aurez fait ceci. On voit comment des pasteurs qui font n'importe quoi avec les fidèles, les femmes des gens, les filles des gens, parfois des prêtres. Donc, je dis, il faut, pourquoi pas, voilà, renforcer la rigueur dans voilà, si vous voulez, le poids des titres, n'est-ce pas, qu'on puisse prier un peu plus. Donc, en deux mots, moi, mon argumentaire, c'est que deux mots. Premièrement, créer un mouvement interreligieux qui fait dans la promotion, n'est-ce pas, de la lutte contre la dépravation des mœurs, qui est essentiellement dans le domaine de la sensibilisation. Parce qu'ils n'ont pas des valeurs. Voilà, retour de ces valeurs. La sensibilisation est davantage, et ça peut aider, parce qu'aujourd'hui, il faut juste savoir comment le faire. Les jeunes sont plus ouverts à des choses qu'on leur présente comme, si vous voulez, comme à la mode. Vous allez pouvoir avoir les gadgets, pour voir des choses qui peuvent aider. Donc, je crois que Dieu peut les inspirer, la stratégie et tout ce qui va pour y arriver. Et deuxièmement, encadrer l'octroi des titres d'ouverture de lieux de culte, que ça ne soit plus fait à la volée, de manière désinvolte, que tout le monde peut se lever un matin et dire je suis tel, que ce soit mieux encadré. Pour moi, avec ces mesures, avec l'aide de Dieu, vraiment, je pense qu'on peut arriver. On va y arriver. Maître Florian Tiala, à votre avis, comment on fait pour y arriver? Lui trouve qu'aujourd'hui, les églises, ils essayent de se connecter, comme on demande aux opposants de se connecter. C'est un peu dans ce sens-là. S'ils essayent de trouver le juste milieu qui les rassemble, qui est justement la qualité de la société dans laquelle on vit, et qu'ils rajoutent à cela une bonne dose d'humilité et de sensibilisation, ils peuvent contribuer à ramener les brebis égarées, même comme j'ai envie de me demander dans un environnement où l'économie justement tient en haleine tout le monde, est-ce que ça peut marcher aussi? Il s'agit simplement de rassembler. Combien de personnes iront prier si après ils n'ont pas de pain sur leur table à ce moment-là? Il faut peut-être que les gens retrouvent d'abord même la connexion avec la religion. Parce que je pense que c'est de là que tout part. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent en train de rejeter du revers de la main la religion qu'on accuse d'être la cause de tous les maux. Mais c'est dans cet état d'esprit. Vous pensez que cette religion peut encore impacter positivement les gens? Merci Rosalie pour la parole donnée. Je tiens d'abord à préciser que la question de religion est une bien trop grande notion. Je vais faire particulièrement une fixation sur l'Église. Et l'Église chrétienne, parce que chrétien je suis. Vous verrez que la question de la corruption des mœurs est une question qui se pose avec acuité dans nos sociétés, particulièrement la nôtre au Cameroun. Et vous voyez, j'ai été avec l'apôtre, j'ai écouté l'apôtre tout à l'heure. Nous sommes en phase sur certains points, mais je vais essayer de dépasser un peu
mon copanéliste qui avait la parole tout à l'heure a parlé de l'union. Voilà. Pardon. Richard, si tu j'ai peur de décorner son nom. Richard, voilà, c'est plus facile. Voilà. Richard. Merci. Donc, je pense que la question de l'union de l'Église est une question, c'est une utopie. Parce qu'en réalité, il faut s'interroger. Et aujourd'hui, on voit la prolifération des églises. Je pense que dans un quartier, on compte tout autant d'églises que de boutiques, ou alors que de maisons. Il ne suffit que de marcher, même dans notre quartier où nous sommes, en soirée et au crépuscule, vous verrez que, au lieu que ce soit une maison d'habitation, vous entendrez des chants et on vous dira que, bon, le pasteur était autre, voilà. Et parce que l'union est difficile, l'Église a été perforée aujourd'hui par la question capitaliste. Et ça conduit à un certain leadership, un combat. Les églises ne peuvent pas être unies parce que chacune... Allez dans des églises, moi j'ai eu le temps de faire le tour, vous verrez que quand vous arrivez à gauche, je ne veux pas nommément les citer de peur de heurter la foi de certains, vous allez à l'église de gauche, vous verrez que l'église de gauche est en train de discréditer l'église de droite. Vous irez à droite, c'est pareil. Et vous verrez le fonctionnement des pasteurs. Les pasteurs, l'église a tout pour redresser la population. Pour redresser, parce que les mœurs ont été vraiment perverties. Et c'est à cause de l'église aussi. C'est à cause de l'église parce que l'église a passé le temps. L'église a passé le temps à produire des contre-valeurs. Des contre-valeurs. L'église catholique, à laquelle j'appartiens, l'église catholique romaine, par exemple, on note le 29 juillet 2021 la sortie de Monseigneur Cléda, le métropolitain de la ville de Douala, qui a communiqué à cet égard. Il a appelé le gouvernement, il a appelé les fidèles de l'église, il a même appelé les laïcs à prendre leurs responsabilités face à la question de ces mœurs-là qui sont corrompues. Parce que on voit aujourd'hui, on vit des publications obscènes dans des réseaux sociaux parce que l'accès aux réseaux sociaux est non contrôlé et ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de filtrage. On voit dans des publications obscènes, on voit des cas d'inceste dans des familles, et qu'on couvre d'ailleurs, parce qu'on vous dira que c'est un secret de famille. On voit de la prostitution qui est devenue accrue à travers ces mêmes canaux-là. Alors, on a tellement de tares qui sont entretenus, même dans notre église. Parce que j'ai envie de vous dire, avec preuve à l'appui, que il y a des églises où la prostitution, c'est à ciel ouvert. Il y a un fidèle là qui va avec le pasteur, et en retour qui va avec tel, et c'est le pasteur qui choisit avec qui elle va se mettre, parce que, vous voyez, il y a tellement de choses. Alors l'église... Bon, les pasteurs aussi sont devenus des proxénètes. Bon nombre d'entre eux. D'accord. Bon nombre d'entre eux sont... Pauvres de nous, hein. Alors, et ceux-là utilisent comme ruse, ils utilisent les faiblesses, ils passent par les faiblesses de certaines personnes. Vous voyez une jeune dame qui a eu des enfants par le passé avec un individu, qu'elle va traiter de père irresponsable, alors elle se retrouve là, réfugiée économique. Finalement, face à l'église, qu'est-ce que le pasteur va lui dire? Le pasteur va lui promettre travail et mari. Et cette même femme va se retrouver comme dans une hypnose, en train de tout vouer et tout consacrer au pasteur. En retour, elle va attirer son ami qu'elle aura ou ses enfants. Ils vont se retrouver embrigadés dans ce genre d'histoire. Je le dis avec beaucoup de respect pour les églises, mais il y a beaucoup d'églises qui ont déteint sur la réputation aujourd'hui. Donc, vous voyez, cette dépravation va très loin. Ça va très loin parce que vous voyez aujourd'hui les jeunes, les jeunes sont poussés. Les jeunes aujourd'hui ont comment je dirais, les jeunes ont une certaine attirance malsaine pour tout cet art-là, tout ce qui est négatif. Et c'est là où je suis d'accord avec l'apôtre, parce qu'en réalité, on a l'impression que les bénédictions n'existent plus au Cameroun. Dieu nous a réellement tourné le dos. Une fois j'étais sur ce plateau, on parlait des questions d'inondation. J'ai envie de dire que tout ça vient de là. Ça m'est légitime, mais je le dis, ça vient de là, parce que quand on parcourt notre chère Bible, on est dans une phase apocalyptique. Parce que l'heure est grave. D'accord. Donc je pense, pour me résumer, que l'Église, en principe, devrait utiliser les mêmes moyens qu'ils ont utilisés pour pervertir. Ils devraient utiliser ces moyens à sens inverse maintenant, parce qu'ils ont tout détourné. Et je voudrais dire que nos pasteurs, disons nos pasteurs, parce que même le prêtre, le prélat en général, c'est un pasteur à la base. Parce que les gens vont penser, quand on dit pasteur, c'est propre à... Non. Nos pasteurs, de façon générale, doivent laisser cette boulimie pour la luxure. Parce que c'est d'abord ça. Un pasteur qui arrive, qui vous dit, mais attendez, il faut cotiser, le pasteur doit rouler dans un gros véhicule, le pasteur doit avoir ci, le pasteur doit aller en Inde, le pasteur doit aller au Bénin pour prendre les bénédictions, tas de choses. Alors, qu'on refasse la sensibilisation et qu'on recadre l'enseignement. Parce que Jésus-Christ a déposé sa foi dans l'église. Et si cette église aujourd'hui
faire le contraire, vous comprenez donc que ça ne peut pas, ça peut pas tenir. Et on ne va pas oublier de mentionner que l'Église est le plus gros moyen de communication aujourd'hui, même pour le gouvernement. Parce que le dimanche, vous verrez qu'il y a des messages qu'on passe. Il y a des communiqués importants qu'on passe par l'Église. Alors, ces mêmes hommes de Dieu qui passent des communiqués, au même moment où ils demandent de l'argent pour s'acheter un véhicule ou pour s'acheter des chaussures, au même moment, ils devraient sensibiliser ces jeunes. Parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a une catégorie de personnes qui n'écoutent que le pasteur, son homme de Dieu. Je le dis entre guillemets. Donc... Henri Oscar Menguedi, des hommes et des femmes qui ont un pouvoir énorme sur certaines personnes, comme il le dit, maître Florian Tchalaonana, mais qui en abusent et contribuent aujourd'hui à installer cette dépravation des mœurs qui n'aide pas la société. Est-ce que ceux-là, placés comme de tels gourous, si je peux utiliser l'expression, peuvent encore être ceux qui peuvent restaurer la société? Ok, merci Rosalie pour la question que vous me posez, mais je voudrais, si vous le permettez, nous poser à nous tous la question. Ce n'est pas pour avoir une réponse, parce que la réponse, nous la connaissons. Dieu, nous avons chacun Dieu en sa langue chez nous. Chez moi, Dieu a une certaine appellation. Donnez-moi une seconde, je voulais dire à Maître que rassurez-vous, Dieu nous écoute encore parce qu'il m'écoute. Alors nous avons tous Dieu. Donc, celui qui n'écoute pas, c'est que lui-même la quantité de barrières qu'il y a derrière. La foi sauve. Voilà. Donc la mienne me sauve pour l'instant. Allez-y, monsieur Menguedi. Je disais chez les étonnes comme moi, Dieu a un nom. Évidemment. Dieu a un nom. Chez les Bassa, Dieu a un nom. Chez Tobolwa, Dieu a un nom. Je crois Zamba, je crois Sanga. Dieu a un nom. Chacun dans sa langue reconnaît Dieu. Ça veut dire que ceux qui nous ont apporté les religions et qui nous ont fait croire qu'ils nous apportaient la connaissance de Dieu, nous ont quelque part floués. Je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus. Et pour revenir sur la question que peut la religion, et puis finir sur celle que vous avez posée. Mais maintenant, si vous demandez, nous sommes 5 sur ce plateau, vous demandez à chacun de vous donner la traduction littérale de Jésus en sa langue, vous n'allez pas trouver. Je pense que j'ai été clair dès le début que je ne fais pas le procès de la religion sur ce plateau. Oui, j'ai posé une question sociale. Je voudrais véritablement qu'on reste sur l'axe social si ça ne vous gêne pas. C'est pas là-bas que je vais amener le débat. Je sais pourquoi. Parce que je tiens à le préciser. Le seul débat que je ne fais pas sur mes plateaux, c'est les choix des religions. J'accorde à chacun de choisir la religion qu'il veut. Que vous voulez être animiste, ça vous regarde. Que l'autre veut être catholique, c'est son problème. Le musulman, c'est son problème. On ne fait pas de débat de choix des religions qui est bien ou pas bien. J'ai pris, c'est pour ça que j'ai précisé religion et leur impact sur la dépravation des mœurs. Point. Ça, c'est entendu. Voilà. On peut y aller maintenant. Je vous reste. Vous avez très bien compris ce que je dis. Maintenant, on peut évoluer. Maintenant. Que peut la religion? Je faisais cette première analyse pour dire que, puisque nous parlons de mœurs qui sont dépravées, et on nous pose la question aujourd'hui, que peut la religion? Les mœurs qui sont aujourd'hui dépravées le sont parce que nous adoptons des comportements qui nous sont également importés, qui sont imposés, tout comme la religion. Maintenant, est-ce que la religion... Comme quoi, par exemple? Lorsque vous volez, on vous a imposé de voler? Non, c'est pas dans ce sens-là que non, c'est dans ce sens, il faut qu'on se comprenne. Quand vous dites que la société est dépravée parce qu'on a adopté des comportements qui ne sont pas les nôtres et qu'on nous les a imposés, il faut pouvoir argumenter. Oui, j'argumente. Voilà. Sauf que le vol, aujourd'hui, ce n'est pas la religion qui vient nous apprendre dans les 10 commandements qu'il est interdit de voler. Nous savions dans nos traditions qu'il était interdit de voler. Mais nous volons. Oui, mais ce n'est pas là le débat. En fait, c'est pas là le débat. Je veux juste dire que les comportements que nous avons aujourd'hui, puisque nous parlons de dépravation, vous avez mis sur le plateau la dépravation des mœurs. Les comportements que nous avons aujourd'hui sont davantage tributaires de la culturation. C'est vers là que je veux aller. De la culturation de nos traditions, de nos us et coutumes que nous avons abandonné au profit de ce qui vient d'ailleurs, au rang desquels la religion. Pour dire que, véritablement, je ne vois pas la religion en train de pouvoir changer quelque chose de fondamental dans ce que
nous vivons aujourd'hui en termes de dépravation des mœurs. La solution pourrait peut-être se retrouver dans notre capacité à retrouver justement nos us et coutumes et à vivre selon les préceptes de nos us et coutumes. S'il faut compter sur la religion pour penser ramener la société à un certain niveau, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont, mes prédécesseurs ont dit tantôt, parce que dans ceux-là qui sont supposés conduire, vous avez parlé de bergers, pasteurs et autres, quand ils sont les premiers à être les commanditaires, voire même les acteurs premiers justement de cette dépravation des mœurs là, que faut-il attendre d'un fidèle qui vient s'abreuver, je veux dire comme ça, à la science entre guillemets de ce qu'on appelle de ce qu'ils appellent couramment les hommes de Dieu? C'est difficile d'être un berger et de ne pas pouvoir donner l'exemple. C'est difficile d'être, quelqu'un a dit sur le plateau justement que on accuse quelqu'un, c'est avéré ou non, d'être détourneur de fonds, et cette personne-là vient, il vous construit quand même une église, et puis vous avez un pasteur qui vient, il consacre cette église-là pour que les gens viennent y prier avec l'argent qui a été détourné et qui a rendu certainement certains compatriotes ou concitoyens misérables. Mais en fait, quelle bénédiction on vient chercher dans une telle église? Est-ce que on peut véritablement se dire que le Dieu qu'on appelle dans cette église est vraiment présent au moment où on vient demander les bénédictions? Point d'interrogation. Ça veut tout simplement dire que la religion ne peut véritablement rien changer dans la dépravation des mœurs que nous avons aujourd'hui. J'ai une dernière question pour aller dans la tradition, ou vous jugez que c'est dans la tradition qu'on peut être sauvé peut-être de cette dépravation des mœurs. Alors j'essaie de visualiser quelque chose. Un chef traditionnel qui a usurpé un titre de chef, qui est assis sur un fauteuil qui n'est pas le sien et qui l'a acheté à coup d'argent, a-t-il le pouvoir de gérer nos us et coutumes? Un chef qui décide d'aller épouser une petite fille de 12 ans, qui a également une dépravation des mœurs et qui en fait son épouse qui doit accoucher dans sa maison, est-il un exemple également qu'on doit suivre en termes de société? Juste pour demander le pan de la tradition qui est parfaite et qui peut nous aider aujourd'hui à sortir de cette dépravation des mœurs, c'est laquelle? Parce que lorsqu'on décrit la société, je pense qu'on met tout le monde à l'intérieur du chef traditionnel à l'homme religieux. Parce que quand on a dit religion, même dans votre tradition, c'est une religion. J'aime bien les exemples. Donc vous ne pourrez pas dissocier. J'aime bien les exemples que le mot religion était fait exprès. J'aime bien les exemples que vous prenez. Et quand vous prenez l'exemple du chef, vous dites bien qu'il a usurpé. Ça veut dire qu'il a déjà, il a usurpé. Il a usurpé. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème dans l'accession au trône de ce monsieur, et du coup il ne peut donc plus être celui-là qui va. Donc on est d'accord aussi que la même dépravation a touché nos traditions. Non, mais ça c'est pas quelque chose qui est normal, parce que dans nos traditions il y a des valeurs. Reconnaissons qu'il y a des valeurs, tout comme dans leur religion. Bon. Encore il y a également des valeurs. Il y a des noirs, toute religion devrait normalement tirer ses valeurs des traditions. Si une religion n'est pas entrée dans la tradition, je doute très fort qu'elle soit véritablement exercée au bénéfice de ceux-là qui croient. Aujourd'hui, par exemple, je vais sortir par là, on dit, nous prions le Dieu d'Israël. C'est ce qui est comme Israël étant le peuple choisi. Moi, au regard de l'actualité actuelle, j'ai bien envie de savoir si, lorsque on voit un peuple qui bombarde et qui tue des enfants chaque jour depuis 1 an, j'ai bien envie de demander si c'est cela que Dieu demande à ce peuple-là pour être considéré comme le peuple de Dieu. D'accord. C'est vrai que je constate que l'histoire aussi n'est peut-être pas votre passe-temps favori. Lorsqu'on maîtrise l'histoire d'Israël, de la Palestine depuis le début avant la Bible, je pense que ce débat ne s'impose pas. Et je rappelle également que nos guerriers en Afrique partaient au combat pour défendre leur terre et tuer également les gens. Ce n'est pas là-bas le débat. Je voudrais qu'on reste dans ce qui nous intéresse, parce que si on fait le procès de la religion, on va se perdre dans le débat qui nous intéresse. Et depuis, j'essaie au maximum de vous le rappeler que c'est pas le procès de la religion, parce qu'il n'y a aucune religion qui est blanc, blanc ou noir, noir. Absolument. Automatiquement, on va toujours trouver quelque chose à redire quelque part. Et la foi, ça ne se discute pas. Chacun croit en ce qu'il veut, mais nous, on a besoin d'avoir une société propre. Croire en l'arbre, mais contribuer à améliorer la société. Qu'il croit en Jésus d'Israël ou en Jésus d'où ou en Allah,
Que tout le monde apporte sa pierre pour nous améliorer cette société. C'est ce qu'on demande ce soir. On ne veut pas savoir qui a la meilleure religion ou qui a la pire religion sur ce plateau. Oui, apôtre, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ce que les compagnies ont dit. J'ai dit au départ que la religion peut tout. La religion peut refaire, changer complètement en quelque temps. Si la religion prend la décision, ça ne nous prendra même pas 6 mois, 1 an. Les choses vont changer. Donc que vous décidiez de redevenir des hommes, des modèles. C'est la religion qui contrôle tous ces gens-là. C'est la religion qui est venue avec toutes ces choses. Quelqu'un a dit sur le plateau que le nombre des églises... Le nombre pour moi n'est pas un problème. Le nombre n'est pas un problème. Il y a des pays qui ont plus d'églises que le Cameroun, mais qui n'a pas de dépravation de mœurs. Parce que, permettez-moi de rentrer un peu en arrière. Au temps d'Aïdjo, les églises ne se... Créer l'église, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'église est une entité qui vit sous l'autorité de quelqu'un. C'est-à-dire le Cameroun a des règles, le Cameroun a des lois. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien pensé. Vous voyez, si vous voulez ouvrir une pharmacie, on vous oblige d'être pharmacien. Si vous voulez ouvrir une pharmacie, on vous oblige d'avoir un diplôme, un doctorat en pharmacie, sorti d'une école reconnue par l'État du Cameroun. Vous comprenez? Pourquoi l'État du Cameroun ne demande pas aux églises, nous ne vous limitons pas, mais pour ouvrir une église, comme le président Aïdjo faisait, apportez-moi un diplôme qui fait de vous un pasteur. Voilà, Vous comprenez un peu? Quelqu'un se lève. Les églises sont devenues comme des bars. Parce que le bar, il n'y a pas de diplôme pour être barman. Bon, du moment, pour le moment, avoir son argent. Il faut avoir un peu d'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, l'église même doit refuser cette manière. Comprendre que l'État... Je pense que c'est Richard qui disait tout à l'heure qu'on peut faire soit une symbiose d'église. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, vous êtes d'accord avec parce que la religion même, nous avons au Cameroun 2 religions. La vraie et la fausse. Nous avons la vraie religion et nous avons la fausse. Vous comprenez un peu? Comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, un chef qui usurpe un titre, à une réunion de chefs, il est classé comme un faux chef. Même si vous le voyez ensemble avec vous, vous êtes... Parce que vous savez, il y en a certaines autres autorités là qui viennent, qui achètent les postes de chauffeurs, machin, qui deviennent même chefs. Mais quand vous allez, un chef m'avait dit quelque part un jour que... Je lui ai posé le problème que telle personne là me dit que... Comment on ne peut pas quand même chasser? Mais nous savons que lui, il n'est pas avec nous. Même à l'église. Moi, je vous dis, je suis deuxième vice-président de l'association des pasteurs au Cameroun. Nous sommes en train de traiter ce dossier. Mais nous sommes bloqués face à l'État du Cameroun. Nous sommes bloqués. Nous avons fait des propositions il y a de cela des dizaines d'années. Pour dire, nous ne demandons pas aux gens de ne pas ouvrir des églises. Mais pourquoi l'État? Vous demandez à quelqu'un pour ouvrir une pharmacie, pour sauver les vies, ouvrir une pharmacie. Vous le demandez d'avoir un doctorat en pharmacie, sorti d'une école reconnue. Pour vendre un remède, vous demandez à quelqu'un d'estampiller, bon, je ne sais pas comment on dit ça, d'avoir ce remède doit être reconnu et tout dessus. De respecter les normes. Quand vous ouvrez une église, pourquoi vous l'autorisez à le faire? Si j'ai bonne mémoire, le Cameroun... Vous avez l'impression que l'État du Cameroun joue un tout petit peu, je trouve, c'est comme les affaires, les affaires de politique. Ça aide l'État. Vous comprenez? Parce que l'Église a été... Si je vous amenais dans l'histoire de l'Église, ça peut juste prendre beaucoup de temps. Je laisse un peu ça. Si je vous ramenais, l'Église a été le véritable contrepoids de l'État. Ce n'est pas les partis politiques. C'est pour cela qu'on vient créer les PI, un et autres, qui viennent commencer tout ce que l'Église catholique a commencé. Non, l'Église catholique n'était pas ça. C'est pas ça l'Église catholique de Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on va prendre quelqu'un qui ne répond à aucun critère. On dit tu vas t'installer ici pour nous gérer cette affaire. Parce que ces gens sont contre nous. Si vous regardez dans la Bible, Jésus-Christ a été farouchement des moments opposés à César, à Hérode, à tous ces rois. Jusqu'à avoir gain de cause. Vous savez que si l'Église était unie, je vous dis même, regardez les pays là où l'Église est forte. Même le président de ce pays, pour prendre une grande décision, il consulte l'Église.
Or, en émiettant l'église comme en émiettant les partis politiques, ça permet à certaines personnes de faire tout ce qu'elles veulent faire. Vous comprenez? Tout ce qu'elles veulent faire. Je vous dis, le nombre pour moi n'est pas un problème. Mais la qualité. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas ouvrir une pharmacie. On n'a jamais demandé à quelqu'un de ne pas ouvrir une église. Mais il a dit, si tu veux ouvrir une église, apporte-moi ça. Voilà la composition du dossier. Quand j'ai ce dossier, j'envoie les agents de machin, vérifier votre moralité, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vous dis, moi-même, j'ai fait un exemple, j'ai vérifié ça il y a de cela quelques 2 ou 3 mois. Je suis sorti de chez moi un lundi matin, j'ai voyagé. Quand je rentrais mercredi, à l'entrée de chez moi, j'ai entendu des bruits. Bon, quand j'ai regardé, j'ai vu une plaque. Il y avait une nouvelle église. Ça dit déjà l'église. Je suis parti lundi. Quand je rentre mercredi, il y a déjà l'église. Vous comprenez? Et je vous dis encore de pire. Ces églises qui fonctionnent dans la clandestinité, dans l'illégalité, invitent souvent des autorités publiques pour aller assister à leur culte. Et sans même vous dire, ce n'est pas un secret pour personne, la plupart même de ces églises sont financées par certaines autorités. Ça dit, des gens trouvent du plaisir. C'est là donc qui fait en sorte que l'église aujourd'hui, et ce sont ces gens qui ont mené la dépravation des mœurs. Parce que la Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6 à, je crois 6, dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, quand vous n'avez pas de connaissance, vous comprenez? Parce que l'église est une école. L'église est une école. Là où les gens viennent apprendre des enseignements. Comment s'habiller, comment parler à son supérieur, comment marcher dans la rue, comment... L'église d'avant faisait ça. L'église de Jésus-Christ n'autorisait pas à ses disciples, Pierre et Jean, de faire des choses. Vous vous souvenez dans la Bible, Pierre a sorti une épée et il a coupé l'oreille de quelqu'un. Or, quand Pierre le faisait, il le faisait pour défendre Jésus. Jésus devait le féliciter, dire, vraiment mon frère, c'est toi le seul. Il a dit non, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Malgré que ce que tu fais, c'est pour me protéger, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc l'église doit enseigner l'habillement. Ça commence par le leader de l'église. Comment il s'habille lui-même. Vous comprenez? Comment le leader de l'église s'habille. Quand vous avez maman pasteur qui vient avec les rastas qui craignent au sol, elle vous dit que le pasteur va prêcher. Vous savez, il y a de certaines choses. Moi, je vous dis la vérité, je vous parle de moi. Quand je suis égaré quelque part moi-même, je ne peux même pas prêcher ça à l'église. Parce que j'ai peur qu'on dise que toi aussi. Vous comprenez? Quand on est donc égaré nous-mêmes, on prend donc un plan de la Bible. On couvre. On commence à dire, il y a des cultes, des églises. Je vous dis, je suis 2e vice-président de la SECAD. Nous faisons des tours pour assister au culte, voir comment ça se passe. Je vous dis, il y a des églises, vous arrivez à 8 heures. Vous entrez à l'église, vous vous asseyez, vous sortez à 17 heures. Le pasteur n'a même pas de Bible. Il ne lit même aucun passage biblique pour commencer son histoire de culte. Il va vous dire, recevez. Il y a même d'autres qui font des mains recevées. Et tu vois, les gens font véritablement des plongeons, comme s'ils recevaient quelque chose. C'est-à-dire, tu vois, les gens font des plongeons, et puis les gens commencent à tomber, et puis machin, il y a tout un tas d'histoires. Et puis vous dit, aujourd'hui, toute la prophétie, c'est que Dieu m'a dit que tu seras ceci. Comme si Dieu n'a créé personne qui sera pauvre. Alors qu'il faut travailler. Il faut enseigner aux gens. Il faut enseigner aux jeunes à l'église. Et c'est pour ça que pour nous autres, nous n'avons pas de fidèles. Vous comprenez? Nous n'en avons pas assez. Parce que je vous dis, à partir de chez moi, n'entre pas chez moi n'importe comment, même le voisin. Si le voisin envoie son enfant venir demander quelque chose chez moi et que tu es mal habillé, tu n'entres pas chez moi. Donc, pour vous, le problème est que le verre est dans le fruit et qu'il faut commencer un nettoyage d'abord interne avant de pouvoir impacter la société. Il faut donc que la vraie religion, vous comprenez, je chute par là, la vraie religion, que ça soit la religion traditionnelle, que ça soit la religion importée, mais il y a les vrais. Que les vrais pasteurs se mettent en mouvement. Se mettent en mouvement, non pas pour arranger la situation, mais pour écarter d'abord les brebis galeuses qui sont au milieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, nous attendons encore que l'État décide, parce que nous avons dit à l'État, voilà, le Cameroun compte aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Donc vous attendez que l'État décide. Le Cameroun de vous à moi, l'État va décider.
Si vous-même vous dites que c'est le même gouvernement qui crée les contre-valeurs pour introduire la pourriture au sein de... Je veux dire ceci là-dessus. Je n'ai pas le droit, moi, de fermer une église. D'accord. Il y a quelqu'un qui a le droit de le faire. Maintenant, s'il ne le fait pas, ça cause un problème. Une minute de réaction. Justement, parce que l'élément, j'appuie vraiment les propos de l'apôtre, parce qu'en principe, il doit avoir comme un conseil supérieur de la religion, c'est pas trop, qui encadre d'une certaine façon la légalisation. De la magistrature suprême. Un peu comme le conseil de la communication. Vous avez quand même un organe qui observe, qui supervise. Il y a un service voilà. Donc, ça doit être constitué quand même des personnes qui ont fait leur preuve dans ce domaine-là et qui, voilà, et qui s'encadrent un peu, parce que ça va un peu dans tous les sens. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et l'autre élément, c'est que, est-ce que ces leaders d'église-là, ils ont cette inspiration-là d'être un peu en phase avec la jeunesse, d'une certaine façon. La jeunesse est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et est-ce que aujourd'hui, enfin, un peu la stratégie en tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils demandent ils ont des très bons. Et enfin, quand je le cours, il a beaucoup. Comment vont développer les stratégies? Non, permettez. La stratégie que vous, c'est très simple. Être sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup de prédicateurs d'autres pays, d'autres et ceci, mais je ne vois pas beaucoup. Alors qu'on a un très grand serviteur comme ça, je n'entends pas. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, est-ce que l'église elle-même, et c'était l'église ou ces religions-là, se sont données, se sont définies la mission de contribuer à l'assainissement de ces mœurs-là. Est-ce qu'ils considèrent juste que notre travail, c'est de faire en sorte que les fidèles se comportent bien, qu'ils respectent les saints? Est-ce qu'ils s'arrêtent à ce niveau? Est-ce que vous êtes dit, il vous dire que c'est notre responsabilité? Il accepte l'église à j'ai dit vraiment, vous n'entrez pas. Si vous êtes mal habillé, je prends juste ces exemples. Oui. En principe, presque toutes les églises aujourd'hui vont dans ce sens-là. Non, vraiment, j'ai dit presque, je n'ai pas dit toutes les églises. J'ai dit donc qu'il y en a certaines. Non, le souci, c'est que parfois, quand il y a la foule, il y en a qui se faufilent, qui peuvent être injectés dans des recoins, ça ne rate jamais. La différence avec certaines églises qui ont moins d'effectifs dans la salle, c'est qu'on peut avoir l'œil sur tout le monde. Lorsque vous allez dans une salle où il y a même 1000, 2000 personnes, mais il y a le protocole. Parfois, le protocole Une seconde. Voilà non, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Là où on laisse vestir peu très souvent, c'est quand ils réussissent à s'élever, par exemple, pour aller faire la quête. Tout à fait. Ou pour aller communier. C'est à partir de là qu'il y a une visibilité plus claire très souvent. Vous allez voir dans le protocole, comme vous dites, quand vous avancez, on vient vous retirer des rangs pour vous dire votre tenue ne vous permet pas d'être ici. Ça, moi, je vois souvent. J'ai vu plusieurs jeunes filles se faire estiper des rangs et conduites vers l'extérieur avant qu'on puisse lui expliquer de l'autre côté que ta tenue ne te permet pas d'être là où tu es. Et ça marche. Donc, ça marche. Même s'il y a parfois des plaintes, mais ça marche. Donc, continuez ce travail-là. Il faut faire quelque chose. Continuez ce travail-là. Vous-même aussi. Il faut bien connaître chercher les jeunes pour être sûr. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Ou t'as chuté, c'est bon? Oui, non, j'ai chuté. D'accord, oui. Juste de votre minute de réaction. Oui, on fait la même chose avec... Je vais être très bref. Je vais éviter d'ailleurs même la digression. Parce que si nous sommes là, c'est pour essayer de suggérer des choses et enseigner au même moment les téléspectateurs. Oui. C'est pour ça que je vais être bref. Moi, je pense que l'apôtre parlait de la clandestinité. Juridiquement, quand on parle de clandestinité, quand quelque chose est irrégulier, c'est l'irrégularité. Et est irrégulier ce qui n'est pas régulier. Pardon pour la tautologie. Alors, il n'y a pas de normes sur la création de l'Église. On ne peut donc pas parler de clandestinité. Parce que le téléspectateur qui nous suit se pose la question, qui est clandestin, qui ne l'est pas? À l'heure où on est, on ne sait pas. Il y a la norme. Non, mais il y a bien une norme. Permettez qu'il explique. Là, c'est le juriste qui parle. Si norme il y en a, il faut la norme, c'est pas quelque chose de secret, c'est quelque chose qu'on publie. Il y a la norme. C'est quelque chose qu'on publie. Vous voyez par exemple le code pénal, vous verrez que l'article, on dit la loi pénale s'impose à tous. Et au même niveau de ce point de vue social, parce que le religieux c'est du social, il faudrait que ça s'impose à tout le monde. Et pour que ça s'impose à tout le monde, il faut que ce soit publié. On ne va pas garder ça dans les tiroirs. Beaucoup ne le savent pas. Je vous assure que beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de ces méfaits et de ces abus-là parce qu'ils ne connaissent pas. L'ignorance. C'est l'ignorance. Ça ne veut pas dire que ça Il faut donc que l'Église communique. Il faut que l'Église communique. Et que l'Église, quand je dis Église, je parle des leaders religieux parce que c'est ceux qui sont écoutés. Il faudrait qu'ils sachent, qu'ils prennent conscience de leur rôle et qu'ils puissent éduquer. Qu'ils puissent éduquer, tout simplement, qu'ils puissent éduquer. Et puis à la fin,
on va se rendre compte que aussi bien le fidèle peut écouter le prêtre qui lui dit rentre aujourd'hui, fais ci, fais ça. Le même prêtre va lui dire que, écoute, mademoiselle, on n'écrit pas n'importe quoi dans les réseaux sociaux, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il va écouter. Il va écouter. Et je crois que, je ne vais pas ôter davantage la foi, mais je dis, la question de la confession, c'est quelque chose qu'il faut revoir aussi en même temps. Quelqu'un va aller faire une bêtise parce qu'il va dire, il s'est confessé chez le prêtre et ça va rester là entre deux. Je crois qu'il faut défaire. Et un adage, je reviens sur les traditions, comme le grand frère disait là, dans nos traditions, Betty, on dit, il y a un petit dicton où on dit que quand tu déballes, la pourriture monte. Quand tu gardes, là, ça se maintient. Alors, je pense qu'il faut exposer des gens qui posent ces actes afin qu'ils en prennent conscience. Si moi, je sais que je vais me confesser chez le pasteur, chez le prêtre, de temps à autre, je vais faire des bêtises. Parce que je sais que le secret sera tu. Bon, il y a aussi le secret professionnel. Quand un client vient parler avec vous, maître, vous partez, vous tenir à la barre pour dire tout ce qu'il est venu vous dire. Le secret professionnel est différent de ce. C'est pas un aveu à ce moment-là. C'est quelque chose de. Non, j'ai juste demandé. Vous irez à la barre dire ce que vous a dit. Là, il s'agit du contradictoire. J'ai tué. Là, il s'agit du contradictoire. Non coupable. Non, là-bas. Dans votre exemple, ça peut pas finir parce que c'est que si quelqu'un vient confesser, il finit de confesser, d'accord, vous priez pour lui. Mais il est conseillé. C'est pour ça que je dis, quand les pasteurs ne vont pas à l'école biblique, là, l'école biblique n'est pas là pour vous enseigner Dieu. Qu'est-ce qui est conseillé, résumé? On n'est pas ici. Si la même personne est devant vous une fois, deux fois, pour les mêmes choses, vous comprenez? Vous devez déjà prendre son cas au sérieux. Ça veut dire en fait qu'il triche. En fait, ça veut dire que ce n'est plus quelqu'un qui est normal. C'est quelqu'un qui a déjà un problème. Vous engagez donc une autre phase de prière pour le délivrer. Parce que un péché qui est continuel chez quelqu'un n'est plus un péché. C'est pas du hasard. Il y a une habitude. Excusez-moi, je crois. Pour sortir, je dis. Mais vous n'avez pas le droit de le dire à la presse. Je crois qu'en même en temps du Christ, il a dû châtier des gens. Vous n'allez pas parler de prière parce que l'individu se pérennise une mauvaise habitude. On va pas parler de prière. On va frapper. C'est une façon d'encourager même ça. Donc, on pouvait sortir en disant que les hommes religieux devraient travailler, les leaders religieux devraient travailler de tout concert avec le gouvernement. Et dans le gouvernement, j'implique les forces de maintien de l'ordre pour communiquer. C'est tout simplement. D'accord. C'est tout. Et oui, Henri Oscar Menguédé. Oui, Rosalie, je retiens de nos échanges que l'Église et la religion ne peuvent pas être universelles. Et du fait qu'ils ne peuvent pas être universels, il devient donc très difficile, comme quelqu'un a dit, à ce tenu-là, de faire asseoir les leaders religieux pour justement lutter contre un certain nombre de dépravations. Tant il est vrai également que ceux-là qui entendent aujourd'hui lutter contre ces dépravations sont les principaux acteurs, ou alors ceux-là qui encouragent, pour revenir sur les exemples qui ont été pris sur le plateau. Donc pour ma part, je dis, comme je l'ai dit à l'entame, il faut qu'on se réapproprie nos valeurs traditionnelles pour véritablement lutter contre la dépravation des mœurs. Si nous devons compter sur la religion, du simple fait qu'elle n'est pas universelle, donc elle ne partage pas, ils ne partagent pas, les leaders religieux, les mêmes valeurs, il sera très difficile de défendre justement cette dépravation des mœurs. Vous allez voir des religions où, comme m'a dit Maître tantôt, où on fait la promotion de l'homosexualité, même si ce n'est pas ouvertement dit comme ça, mais les pratiques à l'intérieur, les pratiques récurrentes à l'intérieur encouragent cette pratique-là, du moment où ceux-là qui ont été reconnus coupables justement de ces genres d'actes n'ont jamais été, ils ont plutôt été soutenus par leur église, déplacés d'un lieu vers un autre où ils peuvent librement continuer la pratique. Ça veut dire que quelque part on soutient cette pratique-là, ou on l'encourage même si ce n'est pas de manière ouverte. Donc de cette non-universalité des religions, il est très difficile véritablement que la religion aujourd'hui s'engage à lutter contre la dépravation des mœurs. Il y a lieu véritablement de revenir à nos us et coutumes, nos traditions qui avaient, ma foi, un certain nombre de valeurs qu'il faut
pérenniser. D'accord. Je respecte cela. Je respecte aussi que l'inceste que vous bénissez, vous dites que vous soignez avec les chèvres dans vos traditions aussi. Non, on l'a pas béni. On l'a pas béni, ça c'est pas vrai. Alité depuis les premières heures de la journée, espérant trouver du réconfort au moment du soleil couchant. Oscar, toujours actif dans ses grandes plantations, avec du bon matango qu'il ingurgite. On en attend mieux pour toi à penser à ton épouse dans ce beau vestimentaire du septentrion. Richard, le politicatron white-teaser que je retrouve dans des lamentations et frustrations du quotidien. Apôtre Ramsès qui aurait pu me procurer ma bouteille de Marie-Claire à calmer mes douleurs gastriques. Ma petite fille à mes côtés vous regarde. C'est Thomas Massoc qui continue. Lorsque tout est mêlé en termes de religion, la raison spirituelle fout le camp. Dans une émergence de la médiocrité, perversité et autres vices où sont plongés bon nombre d'individus à jouir financièrement, matériellement au détriment de la morale et spiritualité, les mentalités lucifériennes ont phagocyté tant les brebis et le berger qui, dans sa soutane, exerce une danse sordide à me questionner si nous avons tous tourné le dos à cet être suprême. Ma défunte compagne et moi, dans un cabaret, retrouvant le curé de l'église, lui aussi sortant au petit matin du dimanche, de l'ambiance du samedi soir. Et me questionne si ce dernier irait prêcher la bonne parole. Ouais, c'est Massoc Thomas qui nous le dit. Et bonsoir la Rose Astar et à ton panel, ces religions-là sont comme les partis politiques. Il ne prêche pas par le bel exemple. Dieu a existé partout, certes, mais sauf dans les églises. Hein? Jean-Paul de Yaoundé. Savez-vous pourquoi bon nombre de femmes ont des responsabilités dans les églises? On a laissé proliférer les églises pour abrutir les citoyens qui espèrent au miracle pour leur misère. Bonsoir le panel. Le régime en place a multiplié les églises, les jeux de hasard, les débits de boissons, les whisky en sachet installés à côté des écoles, les universités pour rendre à néant les Camerounais. C'est Pascal depuis Yaoundé. Autre réaction, bonsoir madame. Je peux vous dire que les faux pasteurs et les faux chefs sont devenus si nombreux chez nous qu'ils mettent même en minorité les vrais. L'autorité administrative est si frileuse qu'ils ont fabriqué leurs pasteurs ainsi que leurs chefs traditionnels afin de maintenir le peuple dans la prédiction et l'ignorance. La preuve, vous verrez ces mêmes autorités aux premières loges le jour du culte. C'est Sopfrika qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. Cette thématique est très importante et vient à point nommé. Si la dépravation des mœurs est définie comme la dégradation d'une manière de faire, de penser et de se comporter dans une société qui est aux antipodes des valeurs que prône la doctrine dans les différentes religions en lien avec les exigences de la foi, dépravation qui se manifeste par la débauche, la prostitution, l'alcoolisme, le vol, les meurtres. Face à cette situation, les églises qui nous aident à faire des efforts pour entrer en relation avec Dieu peuvent procéder par l'intensification de la catéchèse dans les milieux de culte, dans les familles et nos milieux de vie, et surtout par la sensibilisation. C'est Kalistalom Yomye depuis Yaoundé. Et surtout, il faut rappeler que la religion n'est pas une église, mais c'est l'effort que fait l'homme avec grand H pour se rapprocher de Dieu, et les églises constituent juste un moyen. Puisque dans nos us et coutumes, on parle de religion traditionnelle qui n'a rien à voir avec les courants de croyances religieuses chrétiennes, musulmanes. C'est Kalis Talom, c'est pourquoi j'ai employé le mot religion. Hein. Je pense que vous l'avez compris. L'idée n'était pas d'enlever la tradition ou autre chose, ce sont des religions. C'était juste de leur demander à tous de se lever, chacun dans sa technique. Celui qui veut soulever le bois soulève, celui qui veut, qu'on ressente quand même les faits au sein de la société. Bonsoir le plateau du bonheur. J'accuse l'absence d'un musulman parmi les panélistes quant à la thématique. L'argent et la politique a détruit et corrompu les hommes, soit dit de Dieu. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim qui nous écrit ce soir. Je crois qu'il n'aurait pas dit autre chose que ce qui a été dit sur le plateau. Hein. C'était pas, justement, j'ai eu la crainte de me retrouver avec une bagarre interreligieuse sur le plateau. Donc, c'est fait volontairement. Bonjour, Madame Rosalie. Si vous voulez investir dans un secteur et réussir au Cameroun, ouvrez une église.
L'Église contient la sagesse ultime et a pour mission d'assainir la société à travers d'enseignement de la justice et de la vérité. Regrettablement, notre Église ne joue plus son rôle. Les responsables manquent de vocation véritable, ce qui conduit à l'entrée en masse de plusieurs personnes et personnalités aux sources de revenus et pratiques douteuses. Toutes les dérives s'y trouvent et les leaders politiques s'en servent, même pour détourner le peuple de ce qui compte à leur bien-être véritable. La religion a besoin d'une meilleure organisation et doit avoir une place majeure à la table de décision dans notre pays. C'est Hans qui nous écrit depuis Soa. La religion peut jouer un rôle important dans la prévention et la lutte contre la dépravation des mœurs en offrant des principes moraux, de l'éducation et du guidage spirituel. Cependant, il est essentiel de reconnaître les limites de la religion et de travailler en connivence avec d'autres approches pour trouver des solutions efficaces. C'est Man Betty Dokwa Maria qui nous écrit ce soir. Bonsoir. Occupe-toi de ton restant des jours, tu ne jugeras. Point. Occupe-toi de tes problèmes, la Bible est individuelle. Moi, je crois en Dieu. C'est Franck depuis Bokito. Je ne suis pas sûr qu'on... Bon, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule personne sur ce plateau qui semble croire en autre chose, mais bon. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir à tout le panel. Alfieri de Yaoundé, s'il vous plaît, au nom de Dieu le Tout-Puissant, je vous supplie... Bon, c'est la prière. Bon, je n'ai pas la force, hein, c'est hyper long. Je vous comprends, peut-être vous vouliez prier, mais là... Bonjour, Rosalie, les Juifs pratiquent le judaïsme, les Indiens l'hindouisme, les Asiatiques le bouddhisme, et les Européens le christianisme, et les Africains importent toutes ces croyances. C'est Gilles depuis Douala qui nous écrit. Autre réaction... enregistré ce soir. Bonsoir très cher aîné. La religion ne peut rien. Ce n'est pas appartenir à une religion qui change quelque chose. Je n'appartiens à aucune. Je vis. Le jour que je meurs alors, c'est l'omerta. Achille Aimé depuis Yassa Yatika à Douala. Bonjour à tous dans le panel. Ne salue les interventions de l'apôtre Ramsès. Les vrais serviteurs de Dieu doivent se lever pour arrêter et guérir ce mal. Voilà, c'est François Zé qui nous écrit. Bonsoir le panel, l'apôtre a raison. Il y a trop de légèreté à la doctrine d'aujourd'hui. L'Église et le gouvernement sont responsables parce qu'ils vivent de ça. S'il vous plaît... Allez dimanche à l'église catholique ou bien une autre église. C'est déplorable ce que vous verrez. Bonsoir madame, belle émission. J'interpelle le pasteur qui aurait très mal agi en faisant entrer cette jeune fille ou femme. Car pour moi, en faisant rentrer cette jeune fille ou femme, car pour moi, voilà un exemple d'enfant prodige à la raison. En lui donnant un pagne, c'est Verlin en bio. L'église ne saurait appartenir du pasteur. Donc ils sont à l'église, ils ont gardé les pagnes. Je lui demande d'aller changer. Pour attendre les brebis qui vont venir nues. Ah, même tu te lèves, tu t'habilles. Qu'est-ce que vous voulez même parfois défendre, chef frère? Toi-même tu t'habilles à la maison, tu dis que tu es en train de partir louer Dieu. Et toi-même tu mets la jupe qui finit après tes fesses. Tu mets l'autre que les seins sont dehors, le dos est dehors, le ventre est dehors. Tu pars où? En boîte? Il y a quand même des débats que vous ne pouvez pas créer. Elle devait rentrer s'habiller. C'est normal, c'est une façon de sensibiliser les autres qui sont à côté à ne pas imiter le même exemple. C'est comme un parent qui est à la maison, l'aîné sort nu, il ne dit rien. La petite soeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier l'exemple de l'aîné. Et le matin où tu te réveilles, tu as une série de filles qui marchent nues dans ta maison. Tu commences à dire que les esprits sont venus hanter ta maison. Comment? Tu as commencé à laisser l'autre et on a seulement copié. C'est la même chose qui se passe partout. Essayons simplement d'être un peu plus vigilants et je pense que ça démarre dans nos propres maisons. C'est dans nos propres maisons. Le vestimentaire, je pense que les parents ont un très grand rôle à jouer. Avant même l'église, il faudrait que chacun s'y mette. Hein. Bonsoir à vous sur le plateau de grâce. Que vos administrateurs ne nous envoient pas à longueur des émissions en vous disant que vous êtes belle, même si vous êtes belle. Qu'ils vous épousent une fois, parce que le temps passe vite. Dieu tombe ça, ta tactique elle est trop cool. Allez, hop à la plage publicitaire et on revient.
prêt à obtenir une formation et un emploi garanti, l'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Merci, chers téléspectateurs, d'être toujours fidèles et d'être connectés dès qu'il est 17h. Tous les jours, de lundi à vendredi, on prend beaucoup de bonheur à être en votre compagnie. On va poursuivre cette émission après ce sujet hyper important sur la société. On reste dans la société, je le disais à l'entame de cette émission. Cette journée est consacrée à la femme rurale. Et nous, on a profité de ce sujet. On va pas marquer toute la soirée à parler de la femme rurale qui, ces derniers temps, malheureusement, n'est pas au cœur de beaucoup de mouvements. Mais nous, on a profité pour questionner le problème du savoir-faire local en termes de production. On se rend compte que le Made in Cameroun, on en parle. Verbalement, on en parle. Tout le monde a cette expression à la bouche ces derniers temps. Henri Oscar Menguédé, on nous propose, on nous ouvre des magasins, on nous dit non, il y a des étals pour le Made in Cameroun. Déjà, de prime abord, on se demande pourquoi le Made in Cameroun doit être recherché comme les billets de 10 000. Bon, ça, c'est dans le langage familier. Pour dire que mettre la main sur du Made in Cameroun au Cameroun, est un parcours de combattant, c'est une véritable sinécure. Quand vous rentrez dans des magasins, c'est importé, et puis un petit quoi, Made in Cameroun. Vous trouvez la bouffe de partout, le riz du Cameroun, lui, coûte très cher. Le riz importé, non, c'est 400, c'est 500. Dès que vous trouvez le riz du Cameroun, c'est 700. Donc, 800. Pour aller trouver un kilo, 1000 francs même parfois, pour avoir 1 kilo. Alors on se pose la question, si le Made in Cameroun coûte plus cher que le produit importé, on fait comment pour valoriser ce savoir-faire camerounais sur le marché? Bien, merci Rosalie. Vous me permettrez de dire chaleureux bonsoir particulier justement à ces millions de femmes, ces millions de femmes rurales qui sont engagées dans l'entrepreneuriat, à nous faire justement goûter du made in Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je reviens maintenant sur le sujet pour dire que ceux qui nous ont colonisés nous ont habitués à produire, mais à ne pas produire, mais à produire ce que nous ne consommons pas. Ils nous ont amenés à produire ce que nous avons toujours vendu en l'état de matière première, c'est-à-dire sans subir de transformation. Une fois que nous avons vendu ça, nous leur avons cédé ça à très faible taux. D'ailleurs, ça revient chez nous avec une certaine valeur ajoutée sous forme de produits transformés et donc de produits importés. Et cela nous revient un peu plus cher pour nous parler que de la barre de chocolat, par exemple. Nous vendons des fèves et puis on a en retour des barres de chocolat qui sont hors de prix pour le coût d'1 kilogramme de fèves vendues. Mais alors, au fil des ans, on s'est rendu compte que
on ne gagnait pas suffisamment, économiquement parlant, on ne gagnait pas suffisamment en vendant uniquement des produits non transformés. Il fallait ajouter de la valeur aux produits, à ce que nous produisons, pour justement essayer de tirer le meilleur parti de cette production. D'où donc l'avènement du Made in Cameroun. Et puis, il fallait également encourager les Camerounais à consommer ce qui est produit par les Camerounais. Mais maintenant, il y a un problème, on se heurte à un problème majeur, c'est celui justement de la production. Vous avez parlé de la rareté, pour revenir sur l'exemple du riz. On va facilement trouver du riz importé dans nos magasins au lieu du riz de Ndop, par exemple, ou bien du riz de Yagua. Tout simplement parce que les conditions de production de ce riz-là sont encore artisanales chez nous. Et puis les étendues ne sont pas assez vastes. Ça fait qu'en termes de quantité, nous ne produisons pas suffisamment pour la consommation locale. Et vous savez très bien que la valeur d'un bien se mesure à sa rareté. Quand un bien est rare, il devient coûteux. Qui plus est, si ce bien-là, pour le produire, on dépense plus, forcément il coûtera beaucoup plus cher que ce qui nous vient de l'extérieur. Encore que ce qui nous vient de l'extérieur n'est pas véritablement des produits de qualité. Pour prendre l'exemple du riz, vous convenez avec moi que le riz que nous avons dans nos étals, c'est justement, les femmes sont très contentes de dire les brisus de riz. Moi, on dit, ah non, le riz, les brisus de riz, c'est un très bon riz. On dit bien brisus de riz. On ne s'entend même pas parler quand on dit les brisus de riz. Ça veut dire que vous avez un riz de moindre qualité, de seconde zone. Et c'est ça que... C'est de la varier. Avarié même, voilà. Avarié. Et c'est ça qu'on vous met dans vos étals pour substituer ou alors pour encourager la consommation de la masse. Et du coup, quand le riz de Ndop arrive sur les étals, qui est un riz de qualité, parce que le coût de production est élevé, il n'est pas accessible à tout le monde. Et même, il est rare. Ça veut dire que même quand vous avez la possibilité de l'acheter au prix auquel il est vendu, vous n'allez pas le voir sur les étals parce que justement en termes de, il n'est pas produit en quantité suffisante pour permettre justement la satisfaction d'un grand nombre. Donc c'est là le véritable défi de l'import substitution et donc du Made in Cameroun, parce que là nous parlons d'import substitution. Sauf que on va encore revenir une fois et on va peut-être nous accuser de taper toujours sur les doigts du gouvernement. Vous ne pouvez pas encourager les gens à faire de l'import substitution et à les encourager à faire l'agriculture à la machette, à la main, alors qu'on doit substituer nos importations avec ce que nous produisons, nous produisons localement. Donc voilà les véritables défis où nous avons un gouvernement qui, oui, développe de beaux slogans d'import substitution et du Made in Cameroun sans véritablement y mettre des moyens. Vous allez voir que tous les grands pays qui aujourd'hui viennent déverser chez nous les brisus de riz et les résidus, les produits avariés de ce qu'ils ont produit chez eux, une fois qu'ils ont enlevé la qualité. Ils soutiennent leur agriculture, ils soutiennent leur élevage. Mais au Cameroun, est-ce que c'est fait? Non, on ne soutient véritablement. Engagez-vous dans la création d'une ferme. D'une ferme ou d'un étang piscicole. Est-ce que vous avez véritablement les moyens d'accompagnement pour que vous puissiez mettre en œuvre votre entreprise ou alors votre étang piscicole? Seulement les conditions pour que vous puissiez monter le dossier de financement, vous êtes essoufflé. Et aucun jeune, Tobolba, moi j'aime bien, il parle de la jeunesse parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pas ceux qui doivent produire aujourd'hui, c'est pas ceux-là qui ont déjà atteint un certain âge. C'est justement quand on est à fleur de l'âge qu'on a encore la force de produire. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont véritablement soutenus dans leur action justement de création de richesses, des richesses locales? Pas beaucoup. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour cette promotion. Pour la promotion du Made in Cameroun. Maître Florian Tiala, il parle du manque d'industrialisation, c'est comme ça que je vais résumer, production en quantité. Parce qu'on le sait dans les études de commerce, plus on produit, plus on vend plus moins cher. Donc le bénéfice, la marge de bénéfice est grande. Moins vous produisez, plus le coût de revient est élevé. Donc automatiquement, l'industrialisation peut aider à ce qu'on produise en quantité. Du coup, le coût de revient du produit est un peu plus bas.
et ça permet de vendre aisément à un coût abordable pour tout le monde, ce qui justifie que les produits camerounais soient plus chers au Cameroun que ceux qu'on nous importe, qui sont des pays industrialisés, donc qui produisent en grosse quantité. Et il parle également d'un manque de volonté de l'État du Cameroun, donc du gouvernement actuel, à soutenir les petits business, les PME et les PMI qui voudraient justement aider à ce que ce Made in Cameroun prenne son envol. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir, au-delà de ce qu'il a proposé? Merci Rosalie, à la suite de mon co-panéliste, moi je pense, je vais entrer par là, je vais entrer par je vais pas dire le manque de volonté, je vais plutôt dire la volonté manifeste du gouvernement de nous maintenir à ce niveau. Parce que le label Made in Cameroun trouve une difficulté. C'est pas, je vais vous dire, c'est pas un problème de quantité ou de qualité. Moi j'ai été à Tonga, j'ai mangé du riz de Tonga, il n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend dans des supermarchés. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont eu fringale pour la luxure, je le disais tout à l'heure dans une autre thématique. Il y a des gens qui doivent se maintenir à un certain niveau de vie. Et pour ce faire, ils mettent sur pied une certaine politique. Vous savez, si des sacs viennent là, des sacs de riz arrivent, dans ce principe d'importation là, et ils sont stockés, vous voyez qu'ils n'entreront plus. Donc il faudrait faire écouler, et il faut donc mettre sur pied une politique commerciale, ou du moins une politique économique, où on va laisser l'impression, ou alors laisser croire aux petits consommateurs camerounais que non, ce qui vient d'Indonésie est mieux que ce qu'on a. C'est pour ça que je veux, à la suite de mon co-panéliste, je veux préciser ça, que non, on produit de bonnes choses. Je vais vous prendre l'exemple du poivre. Mauvaise communication? C'est une volonté manifeste, je le dis et je l'assume. C'est pas un problème ils n'ont pas un problème de communication. Ils s'arrangent à le faire. D'accord. Alors, je vais vous prendre l'exemple du poivre de Penja. Je vais vous prendre l'exemple de l'ananas de Bafia. Je vais vous prendre l'exemple du miel de Kou. Je vous dis, c'est des aliments qui sont sur des tables. Les yams d'Ombessa. Voilà, j'en passe parce que je veux pas, mais je veux pas. Mais je vous dis, sur les tables en Chine, aux États-Unis, en Europe, vous trouverez les Chinois en train de manger de ce miel-là. Vous trouverez les Chinois en train de consommer du poivre de Penja. On a de bonnes choses. Je vous parle du riz de Tonga que moi j'ai mangé. Et maintenant, s'il faut parler, revenir sur le contexte artisanal de production. Mais attendez, tout commence par l'artisanat, l'industrialisation. Tous les pays industrialisés ont commencé par là, mais il faut une politique qui encourage même avec ce mécanisme artisanal, qui encourage à produire un peu plus. Moi, j'étais dans un supermarché, je vais taire le nom pour éviter, je suis pas leur agent publicitaire. Non, pour éviter qu'elle te sorte la facture à la fin de... Mais où je suis allé prendre simplement du pain pour les enfants à la maison, j'ai demandé du beurre, dont j'étais également le nom. Ils m'ont présenté un stock de beurre, ils m'ont dit Made in Cameroun. Je vous assure, c'était la première fois que je voyais du beurre, ce genre de beurre, et puis avec ces noms et autres là. Par curiosité, je l'ai acheté. Je suis arrivé avec chez moi, on m'a boudé, on m'a dit, mais attends, tu nous ramènes quoi? D'ailleurs, même tu le mangeras seul. Mais j'ai commencé à manger. Mais les gens m'a maisonné à constater que je le mangeais avec appétit. Alors certains se sont essayés à goûter. Ils m'ont dit non, dorénavant c'est ça. Dorénavant c'est ça. Donc je vous dis, c'est un problème de politique. L'ordre gouvernant a décidé que les choses soient comme ça. Mais sinon, le label Made in Cameroun, je tiens à préciser qu'il a plusieurs secteurs. C'est pas que l'alimentaire. Il y a la beauté et l'hygiène. On a le vestimentaire et autres. Vous verrez des vêtements, il y a un Camerounais qui a essayé de produire des tenues là, il disait que bon, on n'a rien fait. Parce qu'on veut toujours nous laisser croire que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Et nous, on est incapable de le faire. Alors, on reste donc sous le joug des autres et on ne va jamais progresser à cette allure. Donc, Richard Tobobaï, on nous a développé une perception qui veut que ce qui vient de l'autre hors de nos frontières est bien pour nous, est magnifique pour nous. Conclusion de course, ce qui est fait sur place est douteux. J'ai rien encore sur un produit qui est en train d'arriver sur le marché par les soins d'un petit groupe qui vient de se créer, une petite structure. Parmi laquelle je me trouve quand même, et j'ai été quand même amusée de constater qu'il y avait beaucoup de questions. Vous êtes sûr que... Et alors je me suis demandé, tout ce que vous recevez et que vous mettez sur vous là, vous savez qu'on a mis quoi dedans? Donc vous avez ce qui est à côté de vous, est-ce que vous pouvez poser des questions? Et vous multipliez les questions. Est-ce que la spécialisation de l'analyse de quoi fait que... C'est un constat. Quand c'est fait ici, automatiquement, on a trop de questions. Quand c'est fait ailleurs, on ne pose pas de questions, on consomme, c'est bon. Moi, j'ai l'habitude de dire que le meilleur chocolat, pour moi, c'est notre chocolat qui est fait, même si ce n'est pas par les Camerounais. Ouais.
Pour moi, c'est le meilleur. Hein. J'ai jamais été tenté de goûter autre chose. C'est-à-dire, chaque fois, j'ai toujours l'impression qu'on a mélangé des cacahuètes et machin dans le chocolat et que c'était plus le chocolat. Donc, si tu m'aimes, ne m'offre pas les chocolats compliqués. Prends notre chocolat là, qui est simplement cher. Donne-le-moi. Et le noir de préférence. Ah, il est tout amer et il est trop bon. Et même pour mon cœur. Donc, c'est un exemple patent. Mais quelqu'un va te dire, non, il faut qu'il aille te prendre les chocolats où on a mis les cacahuètes au milieu, qui coûtent 5 000, une petite plaquette, et quand il te donne ça, il est sûr qu'il t'a donné le chocolat. Moi, il mange pas ça. Moi, j'aime le vrai chocolat, et le vrai chocolat, c'est notre chocolat. Donc, c'est pour prendre juste un exemple. Est-ce que finalement, ça n'aide pas cette perception que nous avons de croire que tout ce qui est importé est bon? Ça n'aide pas également à ce que les Camerounais aient du mal à accepter ce qui est produit sur place? Oui, je crois que je partage tout à fait tous ces points de vue. Je vais dire la même chose, tout simplement en commençant par dire que il y a d'abord un problème de compétitivité. C'est ce que mon copanéliste a essayé de relever tout à l'heure. Si vous dépensez, si vous devez dépenser 50 000 pour produire, c'est 1 kilo de riz, n'est-ce pas? Vous serez forcément plus tenté d'essayer d'élever le prix de vente pour essayer de rentrer un peu dans vos doigts. Sinon, vous allez tourner à perte. Pour dire qu'en principe, si nous voulons faire la promotion de ces Made in Cameroun là, il faut intervenir. Enfin, il faut une politique publique qui mette en œuvre des mesures pour intervenir dans les différents segments de la chaîne de cette production-là, de la production de ces. Un exemple simple, nous avons parlé du riz. Nous n'avons pas d'engrais au plan local, on doit l'importer. Vous devez dépenser pratiquement 50 000 pour acheter un sac de 50 kilos d'engrais, ce n'est pas possible. Vous devez acheter les herbicides, les nématicides, les fongicides. On ne produit pas au plan local, c'est un problème. Et on voit bien que le gouvernement avait essayé de lancer tous ces projets-là, le projet de construction d'une usine de production d'engrais, où on ne sait pas où ça se trouve. Et aussi, un élément très important qu'il a relevé, la mécanisation. Tu veux produire quelle quantité en continuant à travailler à la roue avec les chevaux et autres? Les gars travaillent avec des tracteurs. Ce que tu travailles en une journée, ce que vous travaillez en un mois, ils peuvent le faire en une journée, là, avec les tracteurs. 10 milliards. Avec 10 milliards, les Béninois ont conçu une usine de montage de tracteurs. Chez nous, c'est là-bas dans les Broussailles à Ebolova. Donc, c'est des grossièretés comme ça qui nous mettent dans cet état de choses. Et puis, un élément sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est aussi notre monnaie qui est en réalité un problème. L'exemple, c'est que si vous avez 370 000 là présentement sur vous, si vous arrivez au Nigeria, ça devient 1 million. Vous comprenez? Vous avez 300 millions de francs CFA là sur vous. Vous arrivez au Nigeria, la valeur monte à 1 million. Imaginez la quantité de biens que vous allez acheter avec ces 1 million là et la quantité que vous allez acheter avec les 370 millions. Donc, les hommes d'affaires, eux, ils n'ont pas de sentiments. Ce qui les intéresse, c'est les gains. Quand ils voient simplement en jouant seulement sur ces devises-là, ils vont préférer aller acheter ce qu'il y a ailleurs parce qu'ils visent les marges de bénéfices. C'est très important. Donc aujourd'hui, on occulte l'effet de la monnaie, ce qui ne nous aide pas. Donc, le franc CFA est une monnaie très forte pour les économies qui sont encore en train de s'essayer comme nous autres. Donc vraiment, pour moi, on a besoin d'une véritable volonté politique qui puisse mettre en œuvre un projet, une stratégie réel développement à court, à moyen, à long terme, qui planifie tout ça. Je crois que le régime en place sait ce qu'il faut faire, mais il a échoué. Il avait commencé par lancer les projets, vous savez, enfin, les projets hydroélectriques, tout qui ne marche pas. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas parler de ceci sans ce qu'on appelle les projets structurants. Donc, ils ont raté tout ça. Donc, vraiment, moi, je dis, on a besoin de se prendre au sérieux pour mettre en avant ces Made in Cameroun. Pour terminer, sur l'aspect purement marketing qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que on se sent comme obligé de manger le pain fait à base du blé qu'on ne produit pas chez nous, alors qu'on a du pain fait à base du manioc qui marche tout à fait. La patate! La patate! C'est gâteau jaune, c'est succulent, moi j'aime bien. Qu'est-ce qui fait problème? Donc, je crois qu'il n'y a pas cette volonté pour bousculer les habitudes. Il y a des choses, il y a des mesures qu'il faut prendre exprès pour bousculer les habitudes. Le blé dont on parle, on peut le produire ici chez nous, mais c'est une culture qui est adaptée au climat tempéré et haut de l'Europe là-bas. Le rendement, vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, vraiment, c'est développement de farine, de patates, un bon marketing et puis des politiques publiques précises pour, améliorer les conditions de production locales.
Le temps est trop court pour évoquer tout ça. Je ne veux pas parler du climat d'affaires qui est lié aux impôts, à la corruption, qui est lié à la non-séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Parce que si vous voulez, par exemple, installer une banque, et que vous avez votre justice inféodée à l'exécutif, il peut avoir peur que quelqu'un vienne emprunter de l'argent et avoir des bras qui le soutiennent et refuser de le payer. Donc il y a un tas de choses qu'il faut dire sur cette tas de choses, mais pour résumer, c'est en quelques mots ce que je peux dire là-dessus. Au marketing, améliorer les conditions de production locales et améliorer le climat des affaires, la monnaie, la souveraineté monétaire qui est très importante aussi. Bref, c'est ce que je peux dire pour promouvoir ce Made in Cameroun. Ouais. L'apôtre Pierre Ramsès Zanga, apportez-nous vos grandes théories et vos grandes idées pour promouvoir ce Made in Cameroun. On en a besoin. Je pense que la question du besoin ne se pose pas sur ce plateau. On en a besoin. On a besoin de manger, de vivre, de consommer ce que nous produisons sur place. Et on veut trouver comment. Il parle du marketing qui n'est pas suffisamment fait. C'est quand même un peu mon domaine de définition. Le marketing, le branding, on est très limité sur le coup. On a l'impression, c'est seulement quand on sort pour une conférence qu'on parle du Made in Cameroun. On devrait le ressentir partout dans ce pays pendant qu'on marche. On devrait vivre cette envie de transformation et ça passe par un ensemble de petites mesures prises sur pied pour le visuel. Vous savez, le visuel, c'est très important. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Quand on regarde dans votre structure, qu'est-ce qu'on voit? Vous voulez vendre le Made in Cameroun. Qu'est-ce que vous proposez? Un magasin perdu au milieu de 1000 choses où on va te dire, va fouiller, tu vas trouver le Made in Cameroun là-bas. Ça n'aide pas. Donc, il parlait du marketing tout à l'heure, qui est très, très important parce que tant qu'on ne réussit pas à appeler les Camerounais véritablement, à pénétrer le comportement des Camerounais pour qu'ils consomment le Made in Cameroun, c'est une perte de temps. Vous pouvez même industrialiser, comme vous dites, chercher, changer la monnaie et tout. Si les gens veulent toujours chercher les choses qui viennent d'ailleurs, ils vont même aller entrer dans le Sous-Songo pour trouver ça. Okay. À votre avis, apôtre, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur les belles idées que nous avons déjà eues sur ce plateau? Vous êtes très prolixe et ça me plaît bien. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ok, merci beaucoup, ma fille Rosalie. Je vais commencer par une petite anecdote que quelqu'un m'avait racontée. Qui est un chef de l'État, qui est allé rendre visite à un chef de l'État, je ne vais pas citer les noms. Et après, à leur séparation, les chefs de l'État se font des petits cadeaux. Ouais. Et ces cadeaux, ce n'est pas parce que l'autre est dans le besoin, il n'a pas besoin d'argent, c'est symbolique. Bien sûr. Alors lui, l'autre président a amené quelque chose de symbolique de son village, de son pays. Il a offert à son homologue. Et son homologue a dit à l'autre qu'apportez-moi aussi ce que j'ai fait là. D'ailleurs, il ne connaissait pas le nom. Il a dû demander à quelqu'un comment on appelle ça d'abord. On lui a donné le nom. Il a offert. L'autre a pris, mais il a regardé. Après, il a demandé, ce n'est pas de chez nous là. Donc, on a commandé dans son pays. Et on est venu lui offrir ce qu'on voulait lui offrir. Quand il est arrivé, on dit qu'à l'aéroport, il a déposé ça pendant qu'il recevait les gens avant de partir. Il a oublié même ce truc-là à l'aéroport parce qu'il n'était pas important. Vous comprenez? Autre chose. Quand les gens vivent dans un pays, les autorités, les grandes personnes, vivent dans un pays comme des gens qui vont partir d'un moment à l'autre. Moi, j'ai été dans un pays africain, je ne sais pas citer le nom, où j'ai causé avec un grand responsable, un ministre de ce pays. Et pendant qu'on était en train de causer, il y avait un document qui était posé, j'ai jeté un coup d'œil, il était en train de regarder, c'était son passeport. Il était même périmé. Et je lui ai posé la question, monsieur le ministre, votre passeport est périmé? Il dit, ah oui, il est périmé. Bon, j'ai commencé à réfléchir. Après, on s'est retrouvé quelque part, on a encore causé. J'ai compris que le passeport n'est pas important pour lui, puisqu'il ne voyage même pas en permanence. Ici, dans notre pays, il y a des cellules pour renouveler les passeports de certaines personnes. C'est-à-dire, quand ça sera périmé dans 2 jours, on va renouveler. C'est-à-dire, les passeports sont posés au chevet des lits des gens en permanence, des gens qui sont prêts à quitter le pays en permanence. Vous comprenez? Et ces gens ne peuvent donc pas penser à développer ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis venu ici à l'émission. Je vais partir, vous voyez, mon petit truc est posé à côté parce qu'il veut porter partir. Je ne peux pas m'installer, je ne peux pas amener le lit, ce n'est pas le chez moi. Donc quand les gens qui veulent diriger un pays le dirigent comme des gens qui veulent partir à tout moment, ils ne pensent pas. Parce que créer une entreprise, ce n'est pas une affaire de minutes. Ça prend du temps.
Vous comprenez? Et quand quelqu'un sait qu'il n'est pas sûr d'être là demain, il ne crée pas l'entreprise. Les gens qui créent des entreprises, c'est des gens qui sont sûrs de rester là. Vous comprenez, ma fille Rosalie? Monsieur Nvema a créé cette entreprise parce qu'il est sûr de rester au pays. Il ne peut pas prendre des centaines de millions, il investit alors qu'il n'est pas sûr d'être là. Et c'est pourquoi vous voyez même les autres préfèrent prendre leur argent, aller d'ailleurs, là où ils sont sûrs qu'ils iront rester. Ils ne peuvent donc pas développer. Le chef de l'État a dit quelque chose très important. Malheureusement, c'est mon président. Il n'a pas suivi la chose jusqu'au bout. Il a dit, consommons camerounais. Ça, le chef de l'État l'a dit, il y a déjà plusieurs années. Et dès qu'il a fini de le dire, il a mis en place des structures pour que le Made in Cameroun soit valorisé. Comme lesquelles? Il y a le FNE, il y a le PIACI, c'est des structures d'accompagnement financièrement. Laissez-moi chuter. Non, je vous coupe pas la parole. Le FNE là, oui. C'est quel FNE? Le Fonds National d'Emploi. Ah, qui a pour vocation de soutenir des jeunes qui veulent créer. Qui veulent trouver le travail? Non. Le Fonds National d'Emploi. Vous savez combien de milliards le Fonds National de l'Emploi donne? Plus le PIACI, hein. Même le Fonds National de l'Emploi, je vous dis, je sais ce que je dis. Le Fonds National de l'Emploi donne des crédits. Vous comprenez? Le PIACI donne des crédits. Il y a beaucoup de structures qui donnent des crédits. Mais sauf que le chef de l'État, en parlant et en créant, l'idée n'était pas de donner des crédits à des gens qui vont faire la même chose, coller le Made in Cameroun. Sauf maintenant, donc, une autre chose que je vais dire. Ma fille Rosalie, si vous voyez cette affaire traîner, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas investir. Vous savez, quand les Chinois, par exemple, veulent vendre leur moto au Cameroun, c'est des conventions, c'est des contrats, et les gens en poussent quelque chose dedans. Vous connaissez ce que Glencore vous a annoncé, que pour s'installer, faire telle chose, il a fait comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez créer le Made in Cameroun, vous allez leur donner quoi? Donc, les gens n'ont pas l'amour. Regardez, vous savez, quand vous parlez du Made in Cameroun, dans le même pays dont je vous dis, il y a eu une réunion, c'est le ministre qui a fait cette réunion. Et on a amené à manger après la réunion. C'était des mets de ce pays. Vous comprenez? Faites le tour dans tous les bureaux au Cameroun. Vous allez voir les chaises dont ils utilisent. C'est importé. Alors qu'on fait du rotin en Vombi. Ça, c'est là où le chef de l'État devait d'abord mettre le doigt pour dire désormais les fauteuils des ministres, les bureaux, tout ceci, c'est le Made in Cameroun. La plupart des ministres consomment de l'eau Perrier. Donc vous ne pouvez donc pas dire consommons camerounais et vous ne le démontrez pas. Donc vous avez l'impression qu'ils ont dit consommer. C'est le slogan. Vous savez, je vais chuter ma fille. Mais il faut changer trop avec des slogans. Trop. Et le Cameroun est dans une posture où il faut faire plaisir à la Banque mondiale. Il faut que la Banque mondiale constate que ce qu'on vous a donné, vous avez fait, même si vous avez jonglé. Vous comprenez? Je suis chez moi dans mon village natal à Biba. Je vois une jeune dame envoie un communiqué. Les cultivateurs doivent attendre. Elle est de l'agriculture. Tout ça, on attend. Je devais même voyager, on est attendu. Elle est arrivée avec des cartons. Elle a ouvert, elle a dit non. Le gouvernement veut vous aider à planter du riz, à semer du riz. Voilà, le riz, vous allez... J'ai dit, faut mal quand on fait ça. Mais le riz se cultive au sud. Vous ne savez pas là où le riz se cultive. Les gens de là-bas veulent la semence de riz, ils n'en ont pas. Vous venez nous la donner ici. Quand vous amenez le tracteur au sud, vous savez ce que... Vous avez déjà vu un tracteur? Pour cultiver avec du tracteur, vous faites comment pour l'amener en brousse? Vous le portez au dos? Vous n'avez pas... C'est au nord qu'il n'y a plus d'arbres au nord. C'est au nord qu'il faut amener les tracteurs. Nous, on a besoin sur des tronçonneuses. Vous voyez, les gens la font. C'est des gros penseurs. Vous savez, le gouvernement camerounais est pour sortir des intellectuels, des professeurs, des docteurs. Ils ne font pas ça au hasard. C'est bien pensé. Faire comme s'ils sont en train de faire.
Après, on va vous accuser de ne rien faire ou vous n'avez vraiment pas essayé. Il y a quelqu'un, une élue de chez moi, qui nous disait vraiment, vous ne voulez vraiment rien faire. Vous ne voulez pas faire comme les autres qui font là-bas. Vous ne voulez rien faire. Et puis un jeune lui a dit, voilà ce que je veux faire. Vous avez les motos à vendre sur toutes les rues au Cameroun. Les motos. D'accord. N'est-ce pas? Or, nos produits, vous voyez comment on préfinance même les publicités des motos. Mais nos produits, qui va faire la publicité? Qui va dire? Je parlais du marketing tout à l'heure. Ce marketing, je suis donc par là. La tête, ma fille Rosalie. Voilà maître qui vient de donner un exemple. Il dit il a payé le beurre, n'est-ce pas? La maison a dit que nous, on ne veut pas de ça. Il a dit, moi, j'en consomme. Et quand les gens ont vu qu'il le consommait, vous comprenez? Ma fille Rosalie, vous savez ce que c'est qu'une publicité de voir le chef de l'État boire local, dans tous les cas. L'eau de chez nous. C'est-à-dire, quand vous voyez ça à la publicité, c'est-à-dire, vous voyez le chef de l'État avec une bouteille d'eau, qu'on dit que c'est fabriqué en Voroka dans son village. Mais vous allez voir les gens quitter le nord pour aller payer cette eau. Quand vous voyez les grandes réunions, on a le temps de présenter ça à la télévision. Je ne veux pas citer cette télévision. Vous voyez ce qui est posé devant les gens. Vous voyez comment l'appeler. Vous voyez, mais vous aussi, parce que l'enfant ne veut que copier ses parents. D'accord. Nous, sommes obligés d'importer. Ouais, encore un autre paradoxe du pays organisateur a transformé notre triangle en véritable dépotoir des produits de l'extérieur. Quand nos vastes terres arables sont exploitées par les étrangers avec la production qui repart vers l'extérieur, comment voulez-vous que les pauvres femmes, mamelles, nourricières, travaillant avec la daba à l'arrière de la maison puissent prospérer vers une agriculture intensive, sachant que nous avons des pistes et ponts en piteux état, comme dans Massanaga Maritime, manque d'eau et d'électricité. Le Made in Cameroun est un véritable serpent de mer. Le Nongui, dans ses vastes plantations d'ananas, peine à nous faire déguster de ce précieux jus dont j'admire les vertus. C'est Masok Thomas. Mais le Made in Cameroun n'est pas voulu par nos décideurs. Regardez seulement comment ils ont versé les supérettes dans chaque quartier. La production paysanne ne peut pas arriver dans des points de grande consommation à cause du manque de route. C'est Jean-Paul depuis Yaoundé. Le Made in Cameroun, en réalité, n'est qu'un mot creux, vide de sens, que le gouvernement a bien voulu médiatiser comme un slogan pour plaire à certains bailleurs de fonds, afin que ceux-ci continuent à drainer les fonds au pays qui feront l'objet de détournements. Aucune réelle politique publique de promotion de la production locale. On a eu au Cameroun la PAG, le PAGRU, le PIACI, tous avec des financements extérieurs soldés par un échec. Les tracteurs agricoles pourrissent dans la brousse, alors qu'ils avaient été donnés pour la production à grande échelle. L'usine de transformation du manioc a englouti des milliards et aujourd'hui dans la brousse. La SCAN, la SPAC, je pourrais citer à n'en point finir et vous parler de quel Made in Cameroun. En tout cas, que Dieu veille sur ce pays. C'est le docteur Binam Alphonse qui nous écrit ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir Marose, très bon panel. Je dirais que l'Africain n'a rien de propre à lui que sa peau noire. Nous avons des dirigeants qui n'encouragent rien de local. C'est une problématique uniquement d'ordre politique. Vous voyez, un ministre pour ses soins de santé préfère aller en Occident. Je pense que le Made in Cameroun commence par là. Exploiter nos médecins et ingénieurs formés par notre système. Martin depuis la ville de Mbandjok. Rebonsoir, le panel. Promouvoir le concept Made in Cameroun nécessite une approche globale qui implique les acteurs locaux, les entreprises, les organisations gouvernementales. Il est essentiel de mettre en valeur les produits locaux, soutenir les artisans, les producteurs et les développeurs de stratégies pour surmonter les défis. Man Betty depuis Kwamaria. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, à tout le panel. La promotion du Made in Cameroun, c'est une chose. Mais permettez-moi de revenir pour dire ceci. Nous devons savoir que les ennemis... Bon, j'ai déjà traversé la religion, ne m'en brûle pas.
Bonsoir à toute l'équipe en studio. Moi, c'est Adam de Santa Barbara. J'ai toujours voulu goûter le Made in Cameroun et dernièrement, j'ai acheté 5 kg de Ndop Rice. Et j'ai beaucoup apprécié le goût. Ça me rappelle le riz de mon enfance qui venait dans de gros sacs en paille. Je crois que tous les anciens l'ont connu. Merci. Lominkuta. Le gros sac tissé. J'ai même cherché un sac Minkuta ces derniers. T'as même un pouvoir. Je n'ai pas réussi, s'il vous plaît. Aidez-moi à revoir un sac de Minkuta. C'est ça qu'on appelait, non? Merci, apôtre Pierre Ramsès, d'avoir été là ce soir. Merci à toi, maître Tiala. Il n'y a plus de mots de fin, c'est terminé. Merci. Tu es nouveau sur le plateau aussi. Tu as entendu qu'on dit les mots de fin dans ma maison aussi. On dit pas les mots de fin. Allez, Oscar Menguede, merci à toi, Richard Tobolbaya. Ismaël était encore derrière les caméras. Ce soir, Guy Fernand a mixé cette émission. Il a même réalisé, il a tout fait. Il était partout à la fois. Voilà. Merci également à Jean-Martin Keifak. Lénis Ndiaye s'installe pour le journal en anglais. Et puis Karim Okomo sera là à 20h pour la version en langue de Molière. Et à 21h, le débat en langue de Shakespeare signé, bien entendu, Hermine Ilouga, Game of Thrones. Quant à moi, je vous donne rendez-vous simplement demain pour la 3e sortie de la semaine. Respect, Monsieur Doneva. À demain.